Bonsoir, donc moi c'est Mehdi, pour les habitués vous commencez à me connaître, pour les autres voilà, je m'occupe d'une émission, enfin d'un groupe d'émissions qui s'appelle Death Podcast, on parle de plein de choses de la culture contemporaine, jeux vidéo, animés, manga, j'en passe et des meilleurs, et ce soir, donc comme je vous l'ai annoncé il y a quelques instants, je suis avec Julien et Pauline. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Et Bonsoir. tandis que je vais afficher un petit visuel de la timeline qui je crois ne sera pas de trop pour ceux qui vraiment découvriraient la série. Et puis on va commencer peut-être par le commencement, à savoir, alors j'imagine quand même que vous êtes sensibilisé de près ou de loin, pas simplement parce que vous êtes atterri sur le chat, mais si vous avez entendu le nom de Kingdom Hearts et que vous êtes un minimum familier soit avec Disney, soit avec les jeux vidéo, vous savez donc que c'est une espèce de crossover un petit peu ultime, dans le sens où ça a été le croisement entre l'univers des jeux de chez Square Enix, plus Square on va dire d'ailleurs comment dire que Enix, et l'univers donc de Disney. Donc on a un trio de choc entre personnages de Sora, personnages de Mickey et de Dingo, et en l'occurrence donc qui se retrouvent à lutter ensemble contre une espèce d'invasion, hein. Je vais rester flou, mais alors on préfère vous prévenir, hein, l'émission sera probablement assez riche en spoilers, donc couvrez-vous les oreilles ou gardez cette émission sous le coude pour plus tard, parce que sinon vous risquez de nous en vouloir beaucoup. Jusque-là, je pense pas trop avoir dit de bêtises, qu'il y a des éléments en guise d'introduction de la série que j'aurais peut-être oublié, si ce n'est qu'on a autant les protagonistes que les antagonistes d'un côté comme de l'autre, et qu'on se retrouve dans des univers soit originaux et quand même assez majoritairement plutôt venant de l'univers Disney, pour les niveaux à explorer du moins. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans les grandes lignes? Ah, est-ce que vous m'entendez encore? Oui, on Oui, t'entend. d'accord. Écoute, moi, non, je trouve que Ça, ça a l'air t'as d'aller. été exhaustif. Alors, donc on a en visuel, si vous ne l'avez pas en feedback, on a la timeline que Vous nous a m'entendez? donné. Oui, mais il y a un camion derrière toi, Oui, par contre. Ah, est-ce que c'est beaucoup mieux? Non, il y a un peu de souffle derrière. Sinon, au pire, tu peux tester éventuellement sans la cam, peut-être que ça aidera. Parce que là, de toute façon, on est sur du visuel uniquement avec nos avatars, vu que la technique n'a pas envie Et là, est-ce d'avoir que de... c'est mieux? C'est mieux, beaucoup mieux. Bon, bah, je vais rester comme ça alors. Voilà, on va faire ça. Désolé, hein. Mais non, non, mais il n'y a pas de souci, c'est un réajustement, c'est un art que de faire des lives. Julien, tu nous as proposé comment dire, une frise assez représentative de l'univers Kingdom Hearts, parce que ce qu'il faut savoir, et ce qui est peut-être un peu intimidant quand on commence sa série, c'est qu'il n'y a pas uniquement les 3 épisodes canoniques, c'est qu'il y a vraiment une pléiade d'œuvres. Je vais te laisser Effectivement. peut-être éventuellement la commenter au-delà des 3 épisodes qu'on connaît, qui sont sortis respectivement pour les 2 premiers sur PlayStation 2 et le dernier en date, il a fallu attendre la PlayStation 4, mais entre temps il y a eu beaucoup de rééditions. On est un peu, hein, je suis avec deux gens très pointus, chercheurs et qui aiment poser leurs sources. On est un petit peu comme sur les notes de bas de page en fait dans Kingdom Hearts, c'est-à-dire que vous avez un univers de base et puis vous avez des versions augmentées de l'œuvre avec voilà, pléiade de petits éléments qui se rajoutent. Je te redonne la parole du coup, Julien, peut-être pour donner à la fois introduire ce que tu voulais nous dire sur la genèse, mais aussi expliquer effectivement tous ces nombreux opus de Kingdom Hearts. Ok, très bien. Je vais peut-être commencer par le début, quoi, sur la genèse du jeu. Ok, Celui, à peu près, je reviendrai peut-être sur les timelines, un peu complexes. Alors, tout d'abord, on est dans cette fin des années 90, début des années 2000. On est au Japon, avec un essor du jeu vidéo qui s'est bien démocratisé, qui s'est démocratisé et il y a cette confrontation de cultures qui se passe au niveau mondial entre la culture japonaise qui devient de plus en plus présente
connaît les animés, mangas qui arrivent en France dans les années 80. Et la culture américaine qui est déjà bien implantée. Hein, et qui était déjà bien implantée au Japon depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et cette culture japonaise, vraiment très, très archétypale, hein, qui prend de plus en plus d'importance, notamment sur l'île japonaise, fait qu'il y a un recul de cette culture américaine, notamment Disney. Et il se trouve que, par hasard, dans la belle ville de Tokyo, la société Squaresoft à l'époque, hein, c'était encore Square Enix, à la fin des 90 2000, est dans le même bâtiment que le gros Big D, hein, de Disney. Et cette société disneyenne voulant essayer de reconquérir un peu son public, décide de s'intéresser justement à cette société de jeux vidéo qui a de plus en plus de succès grâce à Final Fantasy. Alors, est-ce que l'histoire compte dans un ascenseur? Il n'y a jamais eu de vraies preuves là-dessus. On a eu quelques interviews qui nous disent que effectivement l'équipe de Disney aurait rencontré Sakaguchi dans un ascenseur et aurait discuté d'un projet. Bon, pas vraiment de preuves là-dessus. La rumeur dit qu'il revenait d'une partie de surf à Hawaï. Oui, c'est ça, exactement. Il avait sa planche dans l'ascenseur, mais c'est des rumeurs. Ce ne sont que des rumeurs, effectivement. En tout cas, ce qui est bien, les deux côtés, Disney, c'est Disney hein, qui propose à Squaresoft de créer un jeu mélangeant les deux univers. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a cette omniprésence des mondes Disney en jeu. Tout de suite, ça... Je me permets de... Excuse-moi de t'interrompre, Julien, je permets de revérifier avec le chat, mais il me semble qu'il y a encore des petites sautes au niveau du son. Est-ce que vous les avez aussi dans le chat? Je suis vraiment désolé de couper le fil de ta pensée, mais c'est pour éviter effectivement de partir sur une heure et des brouettes d'émission au bas mot et de se retrouver effectivement avec un son. Et une bonne soirée à toi, mon cher Yeti, en attendant. N'hésitez pas à nous dire effectivement si du côté de Julien il y a encore des petites coupes de son. Au pire on switchera sur une autre source peut-être audio de ton côté. Oui, d'accord. Ouais, il y a des petites sautes encore. Ouais. Est-ce que tu aurais une autre corde à ton arc au niveau audio, Julien? Je suis désolé, je t'embête jusqu'au bout. Je peux passer de mon ordi à mon téléphone. Ça peut-être On va plus simple. Peut-être essayer ça. Je vais essayer donc d'animer du coup avec Pauline en attendant et tu nous rejoins quand tu peux. Ok, très bien. Voilà. À tout de suite. À tout de suite. Donc voilà, on va peut-être embrayer sur effectivement sur la dimension de la genèse, rajouter un élément et tu prends la parole quand tu veux, hein, Pauline. Effectivement, c'est que il faut savoir qu'au Japon, c'est peut-être pas forcément évident pour tout le monde, mais Disney a une place très très importante en termes de merchandising, en termes de symbolique, etc. Ça va souvent de pair, hein, d'ailleurs. Et pour vous donner un ordre d'idée, au Japon, on a le seul parc Disney aquatique qui est le Tokyo Sea au monde en fait. Donc pour vous dire, hein, il y a vraiment un rapport très très privilégié de l'univers de Disney au Japon. Donc ça vient pas par hasard effectivement cette proposition économique et que vous doutez bien que c'était pas uniquement de gaieté de cœur que cette fusion des deux univers a été proposée. On peut aussi souligner, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'y jouer, Pauline, mais il y avait ce jeu qui était sorti sur Nintendo DS aussi en termes de, je trouve, d'inspiration d'univers et de visuels. Bon, après on est sur du Nomura, donc ça c'est toujours des visuels un peu concomitants, qui était Subarashi Shinsekai, je crois, The World Ends With You. Je sais pas si tu as eu l'occasion d'y jouer. Alors, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer en tant que tel, mais comme ça fait partie à un moment du monde de Kingdom Hearts, dans un des jeux qui fait partie de la licence, on peut rencontrer les personnages. C'est vraiment par ce biais que j'ai découvert ça en fait. D'accord, bon bah comme quoi. Et effectivement, salut Punky, bonsoir à toi. Et en nous rejoignant, il nous dit qu'il y a des persos justement du jeu qui sont dans Kingdom Hearts 3DS. Ouais, alors je n'ai pas votre... Ah bah c'est parfait. Je n'ai pas la science encyclopédique de Pauline et de Julien qui va nous rejoindre. Est-ce que vous m'entendez bien? On t'entend bien et le son est très clair. Donc je pense que ça devrait Bon, le faire nickel. Voilà, on va rester comme ça. Toi si Punky, eh bah écoute, ravi, n'hésite pas. On essaiera d'être le plus light possible sur les spoilers sur Kingdom
Kingdom Hearts 3 parce qu'il est encore assez récent. Et sinon, on fera un gros disclaimer, on fera une alerte, non pas enlèvement, mais une alerte spoiler. Alerte spoiler. Voilà. Ok. Donc j'expliquais pendant ton absence, Julien, que Disney avait quand même une place très importante pour ceux qui n'étaient pas forcément conscients de ça au Japon. Donc que c'était pas uniquement de gaieté de cœur et pour l'art qu'il y avait cette fusion dont tu nous parlais, au point qu'on a un parc d'attractions Disney Tokyo Sea qui est le seul et unique parc de la sorte existant au monde. Donc D'ailleurs, je rajoute que Nintendo, avant de faire du jeu vidéo, était le principal diffuseur des cartes à jouer et des jeux en bois Nintendo sur le territoire japonais. Ah, bon, Avant bah. la crise de 73 et 79 et le choc pétrolier, Nintendo se concentrait sur les ventes des cartes les Hanafuda, à jouer Disney. D'accord. Et spécialement sur Disney. D'accord, ok, bah ça, je l'ignorais. Autant je savais qu'ils avaient leur propre carte avec leur visuel Nintendo, autant je savais pas qu'ils avaient autant décliné. Mais c'est assez logique, hein, j'ai envie de dire. De toute façon, quand les fabricants de cartes ou même d'autocollants, on n'a qu'à voir Panini chez nous, ils se limitaient pas à un seul type de collection. Très très bien. Bah, je te redonne la parole, Julien, sur la genèse, sur ce que tu avais commencé pour commenter la frise qui est toujours à l'écran. Ok. Donc j'en étais à la rencontre dans l'ascenseur, c'est ça? Ouais, voilà, c'est je ça. crois me souvenir. Ouais. Donc oui, je disais que c'est ça, oui. C'était un projet à l'origine voulu par Disney, qui a été proposé à Sakaguchi de Squaresoft. Et lors de la réunion intra-équipe, c'est Nomura qui tout de suite a dit qu'il voulait prendre le projet en main, que ça l'intéressait beaucoup. Puisqu'il il le déclare lui-même, hein, c'est un grand fan de l'univers de Disney, encore plus de Pixar. D'ailleurs, durant tous les épisodes de Kingdom Hearts, il va essayer de plus en plus de mettre du Pixar. On pourra le voir plus tard. Hein. Ouais. Je le bénis pour ça, ne serait-ce que pour le mini-jeu de Ratatouille. Voilà. D'accord. Mais surtout Toy Story, qui est un de mes mondes préférés dans le dernier Kingdom Hearts, en tout cas. Tout à fait. Et puis voilà, l'aventure s'est lancée comme ça, la volonté Disney étant, à l'origine, je le rappelle, hein, de vouloir faire vendre, de vouloir se diffuser encore plus sur le territoire japonais face à cette culture américaine. Et pour ça, ils ont voulu utiliser, en termes marketing, finalement, le nom Squaresoft et notamment le nom Final Fantasy. Ouais. C'est-à-dire pour ça que finalement, Kingdom Hearts, c'est quoi, hein? C'est avant tout des univers de Disney peuplés de personnages disnéen et de Final Fantasy avec un personnage totalement original qu'est Sora. Et pour la petite histoire d'ailleurs, parce que j'ai revu cette critique assez régulière sur la qualité graphique du jeu au fur et à mesure des consoles, en disant que c'est pas forcément des jeux très beaux, en tout cas qui n'exploitent pas forcément la console. Et c'était une volonté à l'origine à la fois de Disney et de Nomura, justement pour pas qu'il y ait trop de décalage entre des graphismes trop réels et les personnages de Disney. Il fallait quand même garder cette empreinte enfantine et colorée. Donc les graphismes ont été volontairement vus, non pas à la baisse, mais en tout cas régulés pour que les univers de Disney ne soient pas forcément trop en décalage. D'accord, ok. Quand tu dis en décalage, ça veut dire trop photoréaliste ou quelque chose comme ça? Oui, trop en décalage avec la 3D en fait, avec le développement trop poussé de la 3D. Ok. Photoréalisme et autres. D'accord, ok. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des problèmes de caméra sur le premier jeu. Pour ceux qui se souviennent du premier Kingdom Hearts, avec cette caméra infernale, caméra de l'enfer. Ouais. Je vois que Pauline sourit, donc elle doit avoir des souvenirs. Autant que moi. Tu peux partager, c'est aussi une thérapie de groupe, Pauline. Ils sont améliorés sur les deux. Ouais. Mais oui, c'est aussi intéressant et c'est le but de ces émissions, c'est de revenir, hein, même si ça s'entend et que ça transpire de vos paroles l'un comme l'autre, qu'il y a aussi des éléments. On en parlait d'ailleurs avec Punky, qui est un grand fan aussi de la série, de revenir sur les jeux, et notamment un jeu dont on parle très souvent qui est Jet Set Radio, le premier du nom, et qui malheureusement, on parlait de caméra, a bien pris dans la tronche pour être poli. Donc voilà. Alors on nous fait remarquer aussi dans le chat, je suis assez d'accord là-dessus, je sais pas si tu prévoyais de le faire, mais qu'on a eu quand même un glissement entre le premier Kingdom Hearts sur les emprunts donc, de personnages de l'univers de Squaresoft, et que finalement on est vraiment beaucoup plus resté sur de l'emprunt dans le crossover initial entre du côté de Disney,
plutôt que Squaresoft, et même après, ironiquement, de se dire bah, pourquoi pas avoir enrichi l'univers d'Enix, hein. Il y a Dieu seul sait qu'il y avait des trucs, il y aurait pu avoir des trucs très rigolos à emprunter du côté de Dragon Quest et de bien d'autres jeux phares de Enix, et voilà, je sais pas si vous avez une opinion là-dessus Alors, tous les deux. bah, j'allais l'évoquer justement. Ah bah c'est En fait, parfait. Quel j'allais synchro. l'évoquer justement en donnant 2 éléments de plus qui montrent vraiment l'empreinte de Disney. Parce qu'en réalité, Kingdom Hearts, c'est ça, hein, c'est Disney plus Nomura. C'est pas tellement Disney plus Ouais, Squaresoft ou ouais, Square ouais. Enix. C'est plus Disney plus Nomura. Et il y a 2 petites preuves qui le montrent. Premièrement, c'est la place de Mickey dans le jeu. Tout de suite, Disney a voulu que que Mickey ait une place particulière dans le jeu. Il fallait pas qu'on fasse n'importe quoi avec Mickey. Et l'idée de Nomura, qui est pour moi une idée géniale, c'était justement de ne pas le faire intervenir dans le 1, sauf à un moment, une seule fois, avec une seule phrase, tout à la fin, lorsqu'il ferme le Ouais, Kingdom Hearts. tout à Et fait. qui montre vraiment c'est la puissance de Mickey, puisqu'il a une Keyblade. Et à lui seul, dans le monde des ténèbres, il arrive enfin, avec l'aide de Riku et d'Aqua, on le saura plus tard, mais il arrive à fermer le Kingdom Hearts. Mm. Et la deuxième preuve qui montre cette omniprésence de Disney, justement, c'est on se rend compte au fur et à mesure des épisodes, notamment entre le 1, le 2 et le 3, c'est non pas une disparition, mais un effacement progressif des personnages de Squaresoft. Ouais. C'est-à-dire que dans le premier, on avait du Yuffie, on avait de la Squall, Iris, on avait du Skull, on avait du Sid. Cloud, On avait Sid voilà, on aussi. avait tout ça. Ouais. On avait Sid. Alors ces personnages sont toujours présents dans le 2, beaucoup moins présents, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins d'interactions. Ouais. Et dans le 3, ils sont quasi inexistants. Oui. On les retrouve dans quelques scènes, notamment dans la mission secrète du DLC. Hein. On voit l'équipe en train de s'affairer pour essayer de retrouver Sora. Mais finalement, dans le jeu en lui-même, ils apparaissent pas tellement. Mm. Donc il y a cette disparition progressive des personnages de Squaresoft au profit de nouveaux univers, notamment de Pixar. Hein, qu'on a pu voir. Alors tu parlais de Ratatouille, parlais de Toy Story. Ouais. On a même une espèce de mise en abîme avec un jeu vidéo dans le jeu vidéo, dans le monde de Toy Story. Tout à fait. Moi, ou même je me suis demandé si c'était pas au début, si c'était pas le monde de Ralph, les mondes de Ralph, Wreck-It Ralph, parce que c'est assez proche dans le trip méta, mais finalement, il semble que non. Mais oui, ça s'explique, vous savez, l'un ou l'autre, s'il y a eu une explication officielle ou autre à ce glissement-là, parce que tu nous disais, Julien, du fait que, comme ça, qu'il y avait vraiment cette volonté, finalement, on n'était plus sur un crossover Nomura Disney, ou... Alors là, c'est d'après ce qu'a dit Nomura, il a déjà été interrogé là-dessus. Uh-huh. Et pour lui, oui, Nomura. Hein. Et pour lui, c'est assez logique en fait. Il a fait disparaître les personnages de Squaresoft qui, pour lui, étaient trop importants pour la culture japonaise, qui prenaient trop d'importance, justement pour se concentrer plus sur sa propre histoire, c'est-à-dire celle de Sora, de Kairi et de Riku. D'accord. Donc, D'accord. donc juste pour ça, en fait, alors c'est son propos. Hein. Je pense aussi que derrière, qu'il y a un aspect marketing de Disney qui n'a jamais été complètement avoué. Hein. Ouais. Mais pour lui, voilà, c'est ça. Il a fait disparaître ces personnages-là, il les a mis un peu en recul pour qu'ils prennent moins d'importance sur la place publique et que finalement Sora, Riku et Kairi puissent dérouler des mécaniques. Un autre élément avant de te laisser continuer, ou Pauline, hein, tu n'hésites surtout pas, même s'il y aura, je pense, tu auras bien des choses à nous dire dans pas très longtemps, mais n'hésite surtout pas. Simplement une précision concernant Tetsuya Nomura, donc qui est un peu le maître d'œuvre de la série, c'est que c'est un peu aussi un type complètement emblématique de Square Enix, c'est-à-dire que on va dire que une fois le départ de Sakaguchi consommé, déjà qu'il avait vraiment posé complètement on va dire c'est plus que ses valises, hein, avec effectivement FF8, mais avant déjà évidemment il avait travaillé chez Squaresoft, mais on va dire que vraiment son visuel est commencé à devenir hyper repérable par tout le monde et être hyper démocratisé avec Final Fantasy VIII. Et une fois que on l'a vu, pour rappel, hein, pour faire un petit tour vidéoludique, on l'a vu aussi sur des séries emblématiques un peu moins connues comme Parasite Eve, où il avait d'ailleurs un très joli trait, donc jeu très méconnu d'ailleurs, hein, Parasite Eve, personnellement je vous recommande. Et puis après voilà, c'est-à-dire qu'il était quasiment de tous les projets. On peut presque oser un comparo, se dire que Nomura c'est un peu le Miyamoto de ce que Miyamoto est chez Nintendo, quoi.
Ah oui, complètement, oui. d'une certaine manière. Et Ouais, c'est ouais, aussi ouais, une ouais. personnalité très forte au-delà de la culture japonaise qui, une fois que tu es mis en place à des hauts projets, je dirais pas qu'on te cède à tout, mais en tout cas, tant que tu vends des jeux, tant que tu vends des choses, tu as un peu carte blanche. Donc voilà, en tout cas, c'était Ah une bah, petite précision pour Kingdom Nomura. Hearts, c'est vraiment son bébé, hein. Oui, 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 tout à fait. Il le présente comme ça, Mm. à un tel point que, je sais pas si vous savez, mais l'île du destin, qui est l'île emblématique au début du Ouais. jeu, du 1, est censée être une reproduction de son île natale, au Japon. Ah ouais, d'accord, ok. Ah oui, Bon. il le présente comme ça, en fait. C'est des points comme ça qui rappellent sa jeunesse, puisqu'il vient d'une île du sud du Japon, je crois. Mhm. Et l'île du destin est censée représenter ça, sa jeunesse. Ok, bah, très bien. Je te propose de revenir effectivement à la timeline pour rentrer dans le Ouais, dur et voir ce qu'il y a de vraiment central, enfin un peu les incontournables au-delà du 1, 2, 3 qui viennent poser les bases, ouais. le ciment de l'univers, les jeux par lesquels il faut quand même faire un petit détour et expliquer aux gens pour pas qu'ils soient trop perdus, surtout pour la suite. Alors, alors on va rentrer un peu dans le dur, là, du coup. Ouais, Alors, ce qui est intéressant avec Kingdom Hearts, qui est vraiment une saga, hein, en soi, un peu comme on pourrait faire dans le cinéma d'ailleurs, un peu comme un Star Wars ou autre, mhm, c'est que c'est une histoire qui s'étend sur plusieurs centaines d'années, en réalité. Effectivement, le 1, 2, 3, les épisodes canoniques, enfin des épisodes centraux plus que canoniques, se déroulent sur quelques années, mais en réalité, l'histoire globale, hein, remonte à plusieurs années, plusieurs dizaines d'années en arrière, avec une timeline extrêmement compliquée. Même pour ceux qui connaissent le jeu, c'est toujours difficile de se retrouver dans ces histoires avec des allées et venues, avec des problèmes de retour vers le futur, justement, de voyage dans le temps ou autre. Euh, J'aime à comparer un peu Kingdom Hearts au MCU, en fait, hein. C'est une espèce de MCU du jeu vidéo. mhm. Alors je sais pas, il faudrait regarder, mais je pense aussi que c'est une des sagas qui a fait le plus de jeux vidéo, sur une seule et même histoire, hein. Je parle sur un seul et même scénario. Je pense que c'est une des sagas du jeu vidéo les plus longues. Il y a combien Il y a de peut-être mémoire Metal Gear, Non, non, peut-être je voulais. Metal Gear, Oui. Metal Gear, ou Silent Hill, mais ça reste assez léger si on sort comment dire, des épisodes qui rentrent vraiment dans. Même en comptant les spin-offs, ça reste assez light comparativement à par Kingdom rapport à Hearts. Kingdom Hearts, oui. Ouais, ouais. Mais non, je pensais à des séries aussi comme la série des Dot Hack, qui a eu pas mal d'itérations dans son côté. Par exemple, oui. Mais d'accord, tu as un volume de jeux concernant Kingdom Hearts, un nombre à peu près approximatif du nombre de jeux sortis? Napoli, si tu veux compter en même temps que moi, Alors, tu peux. 2, 3, Alors 4, attends, il y 5, a 6, Union 7, 8, Cross, 9, 1, 2, 10, 3, 11, 4, 5, 12, 6, 13, 14. J'en ai 15 là, grosso 5, modo. 6, 10. Ouais, je suis autour d'une Et ils en dizaine. prévoient encore au Oui, moins 5 oui, après. Ouais, oui. Ils sont 1, prêts. 2, Entre 3, 5 et 4, 7. 5, 6. D'accord. Sachant qu'on exclut vraiment tous les trucs, quand je dis anecdotiques, hein, pas pour les fans, pour le plaisir de jeu, mais des trucs genre le nouveau jeu un peu sur le même modèle que Theatrhythm sur les musiques de Kingdom Hearts, c'est pas des jeux qu'on va Ouais, compter, hein. non, non. On parle vraiment de. Non, mais Ouais. je suis autour de Et 11 titres à peu près, Oui, si Pauline? on compte pas les 1.5, les 2.5. Pauline, oui, le commentaire de Oncle Gabo est intéressant. Ouais. C'est la seule saga où les épisodes annexes sont plus importants au niveau lore et histoire que les épisodes numérotés. Mm. Et c'est vrai qu'il y a énormément de blagues là-dessus, mais souvent sur certaines images, ils disent voilà, si j'ai joué qu'au 1 et au 2, je pourrais comprendre le 3 facilement, mais c'est vrai que finalement, c'est une série. Ils ont édité d'autres jeux comme Birth by Sleep, et parfois certains joueurs se rendaient pas compte à quel point ils pouvaient être importants au niveau de l'histoire. Ouais. Et c'est vrai que ça, c'était une particularité aussi de Kingdom Hearts, c'est que il fallait pas, il fallait pas juste se contenter des premiers épisodes. Oui. Il fallait vraiment creuser pour être sûr d'avoir tous les éléments pour bien comprendre le 3. Et d'ailleurs, je ne doute pas un instant que Punky a joué à tout, parce que c'est important pour comprendre le troisième. On lui souhaite, Exactement. mais moi en fait typiquement je suis un très bon exemple et c'est aussi pour ça que au-delà de la proposition qui s'est faite spontanément avec vous, je suis un très bon client on va dire pour illustrer votre propos, c'est que je n'ai fait que les trois canoniques et
sur la fin, dans laquelle je rentrais pas dans les détails du 3, si tant est qu'on puisse parler de fin à proprement parler, j'étais vraiment, par endroits, j'étais vraiment très perdu. Il y avait vraiment un côté de me dire, flûte, mais genre pas perdu du style, j'ai pas lu Bilbo le Hobbit, ou j'ai pas... Non, non, j'étais vraiment perdu, qui est la préquelle du Seigneur des Anneaux. Oui. Je pense que beaucoup d'entre vous le savent. Mais voilà, c'était vraiment, j'étais perdu en mode... plus que perdu, en fait, c'était des finesses qui me manquaient dans les relations des personnages, et en plus des clés de lecture, évidemment. Mais donc, voilà, donc c'est vraiment un conseil qu'on peut vous donner si vous avez la curiosité de voir l'émission ce soir, et que vous envisagez à terme de les faire après cette émission, c'est essayer de vous investir sur un maximum, si ce n'est l'intégralité. En plus, ils sont ressortis pour la plupart en remasterisé, à des prix maintenant à peu près décents quand on les retrouve encore, donc voilà. Même si les éditions sont un petit peu limitées, je crois, pour certaines, commence à devenir compliqué pour certains opus de les trouver. Donc, voilà. Tout à fait. Mais ça va au-delà de ça, j'ai envie de te dire, Mehdi. Ouais. C'est-à-dire que je pense que si t'as pas fait véritablement certains épisodes annexes, tu as raté ta vie. Tu peux pas véritablement comprendre le 3. Non, c'est pas ce que je veux dire. Non, tu peux pas vraiment comprendre le 3. Je pense par exemple à un Birth by Sleep ou un 358 et demi Day. Même le Union Cross, quand on y pense. Oui, aussi. Ouais. Et même le 3D, en fait. Même le... ouais. Et qui est, tu disais, Pauline? Excuse-moi. Quel jeu j'ai cité, tu veux dire? Oui, est-ce que tu en disais juste après? Je crois qu'on n'a pas bien entendu. Mais disons qu'en fait, le Union Cross, tu peux y jouer sur mobile, en fait. Et moi, par exemple, c'était un des jeux auxquels j'avais pas joué. Quand je suis arrivée dans le 3, je me suis dit, oh misère. Il y a vraiment un élément dans le 3 que j'ai pas compris à cause de ça. Et je trouve ça dommage parce qu'on n'a pas tous accès au jeu, en fait. Oui. Et même si on est fan, il y a des parties de la saga auxquelles on ne pourra pas forcément jouer. Donc, disons que le 3 englobe vraiment tout et il faut avoir joué à la globalité quasiment. Il faut vraiment bien cerner l'histoire et comprendre tout l'enjeu, en fait. Alors, c'est assez amusant parce que, Julien, tu comparais au MCU, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez parlant dans la culture contemporaine et peut-être la plus partagée. Mais moi, j'avoue que quand je vois la richesse du jeu, que je vous entends parler, j'ai presque envie d'oser, même si ça va faire un petit peu tiquer les puristes de la littérature, j'ai presque plus envie de penser à du Proust ou à des grosses fresques littéraires, dans la façon dont vraiment les récits s'intriquent, tu vois, des auteurs comme Borges, comme Proust, comme Joyce, où c'est des trucs, faut vraiment non seulement faut faire l'ensemble du canevas pour apprécier, puis en plus faut s'accrocher, quoi. Il y a vraiment un ticket d'entrée, c'est pas simplement passer sur le jeu passivement. Mais bon, je fais des bisous aux puristes pour qui on n'évoque pas les jeux vidéo et la littérature classique en même temps. On vous aime quand même. Donc, mais très honnêtement, en fait, oui. On peut prendre les 3 jeux, le 1, 2, 3, et simplement jouer et juste profiter de l'histoire, puisque voilà, c'est en réalité le bien contre le mal, il y a une histoire manichéenne derrière, on peut juste suivre l'histoire de Sora sans se préoccuper du reste. Ouais. Par contre, vraiment, si on s'intéresse au jeu, ça devient un jeu d'initié, avec plein de petites références, les scènes bonus des fins de jeu sont pas forcément en lien avec le jeu suivant, mais avec un autre jeu d'avant, ou un jeu qui sortira 5 ans plus tard, qui est teasé déjà quelques années avant. Enfin, c'est très compliqué à suivre. C'est pour ça que cette timeline est très... Et pour moi, vraiment une timeline d'initié. À un tel point que la dernière scène du 3, où on nous tease depuis depuis le 2, cette guerre des Keyblade, si on n'a pas joué à des jeux connexes, tu parlais, Pauline, de Union Cross, la scène du 3, la scène finale du 3, qui est un peu l'apothéose du jeu, on peut pas la comprendre. Je veux pas spoiler, et puis, mais... même s'attacher... il y a certains personnages auxquels... Je dirais, il y a des personnages qui nous ont suivis dans tous les jeux de la licence. Et j'ai une pensée, Mehdi sait que c'est un de mes personnages préférés, mais pour Ansem, le chercheur des ténèbres, c'est vraiment un des personnages que je préfère. Mais il était quasiment dans tous les jeux de la série. Et je dirais que son personnage, j'ai vraiment noté un finish avec un finish extraordinaire au niveau de ce personnage dans le 3e opus.
Et ça, grâce au fait que j'avais joué à tous les épisodes. Disons, il y a des personnages comme ça qui se développent un petit peu au fur et à mesure, que tu évolues et que tu grandis, parce que bon, c'est une série, on la connaît depuis 2002 aussi. Oui. On s'épanouit avec les personnages et je dirais que le 3, pour des personnages comme, voilà, j'ai cité Ansem, mais il y a Xemnas et d'autres, c'est vraiment leur apothéose en fait, je trouve. Et c'est important pour vraiment en profiter d'avoir joué à tout. Je suis assez d'accord Voilà. et je reviens sur vos deux récits. C'est pour ça que je commence souvent les émissions comme ça, parce que ça peut être assez riche pour que les gens se représentent les choses. C'est que on a connu le jeu à des âges différents. Moi, je me souviens à l'époque, lorsque j'avais découvert, j'étais un peu, enfin, j'avais un peu les potes qui se foutaient de ma gueule en me disant mais c'est un truc de gamin, etc. Et c'est amusant en fonction des parcours comment on peut avoir grandi avec, puisqu'on l'a fait à un âge entre guillemets admissible et tolérable parce que c'est des trucs mignons donc forcément alors que on sait que si on creuse un minimum Kingdom Hearts c'est pas tous les jours la fête, c'est loin de là et que à l'inverse en fait on peut avoir effectivement grandi avec le jeu. Pauline le rappelait, hein, on est quand même sur du 18 ans in the making comme on dit en bon anglais et voilà donc c'est vraiment une fresque, hein, je pense que c'est pas exagéré d'en dire ça. Je rebondis juste avant d'enchaîner sur Gabo qui est très actif dans le chat et qui nous parle effectivement lui aussi de son rapport au 3 canonique et qui lui était parti sur le 1.5, 2.5 et le 3 et notamment des récaps effectivement d'épisodes qui sont existantes sur le net ça et là, mais c'est vrai qu'on perd un petit peu, je pense, de la saveur, évidemment, comme dans beaucoup d'œuvres. C'est jamais, comment dire, qu'un substitut au fait de vraiment expérimenter l'œuvre par soi-même. Je sais que ça existe dans des séries comme la série des Yakuza, on peut avoir des récaps en cours d'épisode, mais voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, Julien, ça tombe très bien, je vais agrandir ton avatar, non pas par hypertrophie de ton ego, mais parce que c'est un petit peu une transition qu'on peut avoir toute trouvée dans le sens où après la timeline qu'on a un petit peu balayée, qu'on va pas trop rentrer dans le détail pour laisser de la marge pour les gens, c'est un petit peu dans la genèse l'autre élément de se dire d'où on vient en fait visuellement. Et là, on a ce personnage de Sora tel qu'il était pensé dans les premiers instants. Voilà, un peu plus félin que ce qu'on a eu au final, on va dire. Exactement, effectivement, là on a le premier visuel pensé par Nomura qui voulait en fait intégrer ce personnage en fait un personnage complètement disneyen. Donc un peu mettre cette culture japonaise en retrait pour insister vraiment sur l'aspect animalier, sur l'aspect enfantin. Donc on voit cette espèce de tête qui ressemble à un lion. Alors c'est un mélange entre un lion, un singe, on sait pas trop. Il a une queue, bon, avec une arme un peu bizarre qui devait être une espèce de tronçonneuse à l'origine pour découper ses ennemis. Et lorsque Nomura a présenté son projet à Disney, l'équipe de Disney apparemment a fait des gros yeux en disant non mais c'est pas possible ça. On va pas pouvoir promettre un mec qui tronçonne ses ennemis dans un jeu avec Mickey, c'est pas possible. Donc tout a été revu et transformé pour faire passer de la tronçonneuse à la clé, à la Keyblade. Et à un tel point que Nomura sous-entend certaines fois que à cause de ce changement-là, le scénario complet a été changé aussi. C'est-à-dire que tout l'univers du Kingdom Hearts, avec le fait de pouvoir verrouiller les clés ou verrouiller un cœur via cette clé-là, n'était pas forcément prévu à l'origine, et que c'est parce que l'arme a été changée qu'il a fallu aussi réadapter tout l'univers à côté. Ouais. Donc comme quoi, simplement un aspect marketing peut complètement changer une série. Oui, bien sûr. Bien sûr, ça, les exemples sont légion. Je repensais aussi au niveau de l'inspiration, comme je suis un peu emmêlé les pinceaux, c'est bien que vous avez peut-être vécu dans le chat ma recherche en live. Je pensais au personnage des Moomba dans Final Fantasy VIII. Je ne sais pas si ça vous parle vaguement. Que je vais essayer. Voilà, c'est parfait. Il est apparu juste à côté de Sora, donc il était ces espèces d'animaux un petit peu lyonnesque, on va dire. Je sais pas si ça te parle de mémoire, Julien, parce que comme je sais que tu n'as pas de feedback forcément visuel du live,
donc qui étaient des créatures un petit peu lionesques à teinte orangée qu'on avait dans Final Fantasy VIII. Voilà, c'était simplement un petit parallèle sur l'inspiration de peut-être potentielle de Nomura. Moi, je trouve qu'il y a quand même une certaine proximité. Peut-être, effectivement, c'est vrai. Voilà. Surtout qu'on sait le travail qu'a fait Nomura sur FF8. Après, j'ai l'impression aussi que les Moombas sont plus une référence à Rouge 13 de FF7. Et Oui. je sais pas, peut-être que... Il y a effectivement une continuité évidemment dans ces créatures-là, mais là dans le côté plus proche anthropomorphe, c'est-à-dire vraiment avec un physique d'humain, parce que Rouge 13 reste quand même plus zoomorphe qu'autre chose. Très lion, oui, effectivement. Ouais, très lion. Ouais. Donc voilà, c'était simplement le petit parallèle qui vaut ce qu'il vaut. Est-ce que tu avais d'autres éléments sur cette origine visuelle-là? Parce que sinon, on a un commentaire dans le chat qui va nous permettre une transition, mais royale par rapport à ce que nous dira Pauline dans quelques instants. À part dire que finalement la seule chose qui reste du lion d'origine c'est la crinière de Sora, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a les cheveux en pétard. Hein. C'est ça. Pas grand chose de plus, finalement. Il faut qu'il fasse comme moi, il faut qu'il mette des bonnets. Alors on nous a dit dans le chat Kingdom Hearts alias anagramme de game. Et là, impossible de ne pas donner la parole à Pauline, je pense, que ce soit pour l'amour des jeux de mots ou des choses encore autrement plus pointues, vous allez voir, et les deux vont de pair. Donc Pauline, toi tu souhaitais vraiment appuyer sur à la fois effectivement tous ces va-et-vient linguistiques, ces jeux de mots, ces anagrammes, ces jeux de mots aussi dans la traduction, la localisation. Donc je te laisse, je ne sais pas si tu as un angle d'attaque spécifique à l'esprit, tu peux partir de la référence dans le chat, tu peux partir de ce que tu souhaites. Hein. C'est carte blanche. Ce que je vais peut-être faire, c'est peut-être vous expliquer en quelques mots ce qu'est la localisation, parce que c'est très obscur comme terme. Donc, moi, j'ai appris ça à l'université. En gros, la localisation, c'est l'adaptation textuelle, graphique de tout ce qui se trouve dans les jeux vidéo et dans les programmes informatiques également, pour permettre aux personnes qui vont recevoir le contenu de pouvoir jouer, par exemple, au jeu dans leur langue maternelle et d'avoir, et c'est ça la difficulté, c'est ça le but de la localisation, c'est de donner l'impression, par exemple, à nous francophones, que le jeu a été à la base créé dans notre langue. Mais donc, même au niveau graphique, il ne doit pas y avoir de choses qui vont nous choquer à l'écran. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a Peggy, qui se charge de dire, voilà, ça pour le public européen, il vaut mieux éviter, etc. Il y a vraiment des organismes de censure, même au niveau de la localisation. Peut-être au niveau historique, pour vous dire un peu comment ça a commencé, la localisation. Vous savez, dans les premiers jeux vidéo, on avait, imaginons, Pong, qui contenait pas énormément de texte. On avait peut-être le game over, on avait le level, etc. Et donc ça, comme Julien le disait très bien, la culture anglo-saxonne était quand même intégrée partiellement au Japon. C'était pas des choses qui devaient forcément être traduites. Les Japonais étaient tout à fait capables de comprendre ce qu'était le game over. Cependant, et ça c'est considéré comme le premier jeu vidéo à avoir été localisé, c'est Pac-Man. Quand on a créé Pac-Man, il y avait des petits fantômes qui, en japonais, avaient des noms en japonais qui avaient des sens particuliers. Et quand les Américains ont vu ça, ils se sont dit, bon, si on lance ça sur notre marché, personne ne va rien comprendre, donc on va devoir trouver une solution. Et c'est la raison pour laquelle les noms des fantômes de Pac-Man ont été localisés et adaptés pour le public anglo-saxon. Ça, c'est le début de la loca. Mais voilà, pour en revenir à Kingdom Hearts, c'est pour en revenir plus précisément à ce qui était dit dans le chat. Les anagrammes dans Kingdom Hearts, c'est pas quelque chose d'anodin en ce sens que, comme vous le savez tous, c'est vraiment un jeu qui est le résultat d'un mariage entre l'Occident et le Japon. Ça pose problème parce que pour vous, voilà, par exemple, l'anagramme de Sora, c'est Roxas, mais
on oublie parfois que c'est écrit En katakana. disons dans notre, voilà, Ouais. voilà, Roxa, c'est Sora. Quand c'est écrit dans notre alphabet, c'est tout à fait logique. On retrouve le S, le O, le R et le A de Sora dans le nom avec juste le X en plus. En japonais, c'est un peu différent, en ce sens que Sora, c'est Sora, et le japonais est une langue qui fonctionne par syllabes, et non pas par lettre unique, sauf une, qui est le N, par exemple, dans Shogun, Ramen. C'est la seule... Surtout dans Ramen. Voilà. c'est la seule personne qui puisse, de manière indépendante, terminer un mot japonais. Ouais. Et dans Roxa, ce sera Rokusasu. Et à aucun moment, vous n'allez retrouver les sons so et ra dans Rokusasu en japonais. Ouais. Donc, nous, à ce niveau-là, on a pu, même je dirais, dès le début de Kingdom Hearts 2, se dire, ouais, en fait, dans Roxas, on voit qu'il y a Sora avec un X, est-ce que ces deux personnages ne seraient pas liés? Mais finalement, le public japanophone qui a joué dans sa langue, lui, il n'a pas forcément eu, je pense, l'occasion de se poser cette question-là. Parce qu'à aucun moment, il y a d'éléments qui lui permettaient de le deviner. Et donc voilà, je dirais que c'est un jeu qui a aussi été pensé pour permettre aux Japonais de s'intéresser davantage à Disney. Mais au niveau de tout ce qui est histoire, au niveau des liens entre les personnages et au niveau du scénario, il y a des éléments qu'ils ont perdus par rapport à nous. Oui. Et donc ça, je trouve que c'est un petit peu contradictoire. N'hésitez pas à réagir dans le chat si jamais vous avez d'autres informations ou des questions. Mais voilà, moi ce que je fais, c'est que je vous apporte mon regard de linguiste. Et à aucun moment j'ai la science, à aucun moment je n'ai de réelle connaissance sur le sujet, en ce sens que j'ai pas non plus travaillé pour Square Enix et que, disons, il y a peut-être des raisons à ça, à ces variations de langue dont je suis pas au courant. Voilà. C'est juste ça que je veux dire. C'est pas une simple précaution. Hein. Je prolonge effectivement la réflexion de Pauline. Simplement vous dire que c'est son analyse vraiment à son échelle de localisatrice et linguistique. Il y a plein d'éléments d'intentionnalité. Voilà, c'est ça, de s'aventurer sur des mots avec des syllabes qui forcément auxquels on n'a pas accès. Et ça, pour effectivement que ce soit Julien ou toi, Pauline, et même à titre personnel, pour travailler effectivement sur cette dimension de source d'éléments qu'on peut croire complètement comme acquis quand on écrit ou qu'on recherche sur un sujet, évidemment c'est quelque chose avec lequel il faut toujours être précautionneux, mais ce sont quand même des pistes intéressantes et à force de croiser des choses on trouve des éléments qui sont quand même assez troublants, sinon on n'aurait pas fait une émission non plus sur le sujet. Voilà. Si je peux apporter juste un petit truc. Oui Julien. Oui, simplement pour dire que dans l'esprit de Nomura, la version originale du jeu, c'est la version anglaise. C'est-à-dire que la version japonaise est un prérequis finalement à la vente du jeu sur le territoire japonais, mais dans son esprit à lui, le jeu est en anglais. Donc toutes les références linguistiques qu'il y a, qui pour lui sont essentielles, sont dans la langue de Shakespeare. Ouais. Alors après, effectivement, là où c'est intéressant, ce que tu dis toi, c'est que alors que le jeu était là pour intéresser le public japonais à l'univers de Disney à l'origine, hein, et c'était spécialement pour ça. Finalement, ils ont créé un jeu qui va pas forcément lui donner une appétence pour les personnages, puisqu'il n'y a pas forcément de connexion entre les différents noms des personnages. Ce serait intéressant, par exemple, sur Xion, par exemple. Pardon, je pense qu'on n'a pas entendu. Julien, tu disais. Je voulais dire, par exemple, sur le personnage de Xion, par exemple, qui logiquement vient de numéro I, c'est-à-dire numéro inconnu, plus le X. Donc c'est aussi un lien avec Sora, mais en japonais, ce serait intéressant de savoir comment ils ont présenté ce personnage. D'accord. Je sais pas si tu sais comment il s'appelle, je sais pas du tout. C'est Shion en japonais. Ouais. Donc, et tu vois, à aucun moment dans les noms qui ont été translitérés quelque chose, c'est écrire dans tu sais, un peu mot pour mot, littéralement, avec les sons de la langue cible, donc en katakana ou en hiragana, etc., en japonais.
À aucun moment, dans les noms des personnages, par exemple de l'organisation presse, tu n'as ce X. Tu as Zemunasu, tu as D'accord. Marusha, Ouais. Shion, mais tu n'as pas ce X en fait. Donc, c'est un peu, voilà, comme tu disais, c'était un jeu qui était fait à la base pour permettre aux Japonais de s'intéresser au monde de Disney, et c'est un peu contradictoire que eux, voilà, n'aient pas ces éléments à leur disposition pour même élaborer des hypothèses et des théories comme Bah nous oui. on a pu le faire en fait. Mais donc voilà, ça c'était vraiment quelque chose qui m'avait perturbée, voilà, en tant que fan, en tant que linguiste. Mais encore une fois, localiser quelque chose c'est très difficile en ce sens que il y a des moments où il faudra faire un sacrifice au niveau linguistique, et ça à plein d'échelles différentes. Et donc peut-être qu'au niveau du scénario, comme ils n'avaient pas de possibilité de retranscrire ce X dans la langue Mm. japonaise, ils ont dû faire avec, en fait. Et ils ont peut-être compté sur le fanatisme des gens qui s'intéressent au jeu au Japon pour justement essayer de comprendre en anglais pourquoi est-ce que les personnages s'appelaient comme ça et quels étaient peut-être leurs liens avec d'autres. Et on en avait reparlé avec vous deux il n'y a pas si longtemps que ça. Finalement, on remarque que dans cette saga, il y a des références aux personnages de Final Fantasy qui sont évidentes, mais au niveau de la langue japonaise en soi, on a Sora, Kairi, Riku qui sont des références aux éléments de la nature. Euh, mais je dirais que c'est les seuls éléments de la langue japonaise qu'on va retrouver dedans. Ce que je veux dire, par exemple, c'est que par exemple, Aqua Terra Ven, voilà, c'est Ouais, inspiré c'est des par bases le latines, latin. quoi. Ouais, tout à fait. C'est base Mm. latine. Je ne donne pas de plus d'informations pour ceux qui n'auraient pas encore découvert cela, mais il y a un des jeux de la série dans lesquels il y a des noms issus de la mythologie nordique. Mm. Donc rien à voir avec le Japon a priori. Et voilà, c'est ça. C'est vraiment, je peux comprendre. Et à mon avis, Nomura doit être quelqu'un de très très curieux. Mais il n'y a aucun moment, à part pour Sora, Riku et Kairi, Final Fantasy, une opportunité pour les Japonais de s'identifier à ce jeu-là, même au niveau linguistique. Mm. Et en fait, il faut vraiment disons qu'ils découvrent un peu la culture occidentale pour comprendre pourquoi est-ce que ces noms, ces personnages ont ces noms-là. Et je dirais, j'en avais parlé avec un ami japonais qui m'a dit, tu sais, moi, je n'avais pas forcément établi le lien entre Sora et Ven. Il fait, c'est vraiment parce que j'ai des notions de français et que voilà, ça m'a fait penser au vent, etc., au ciel. Mais à part ça, c'était pas évident. C'est parce qu'il n'en a pas eu de veine. Voilà. Ça c'est fait. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, Du coup, j'ai une elle petite était trop question. simple. Juste avant de te laisser ta question, je faisais un constat en Ouais. vous écoutant tous les deux. C'est quand même dingue. C'est en fait, quand tu regardes le nombre de reproches, oui, c'est super convenu, c'est Squaresoft, c'est deux grosses boîtes Squaresoft avec Disney et machin. Et derrière, on a un jeu alors, quoi qu'on en pense, on peut ne pas adhérer, mais d'une richesse quand même assez dingue, et qui est, en fait, je vais être un peu dur, mais qui est un suicide commercial à échelle quand même du pays d'origine où il a été créé. On a Gabo dans le chat qui nous dit, donc on a un jeu japonais fait par des japonais dans lequel on a dû avoir un effort de localisation pour les japonais. Donc c'est vrai que c'est assez cocasse quand même, posé comme ça. Mais voilà, c'était simplement, et c'est ça qui est génial à vous entendre, de réaliser cette chose-là, de voir qu'on a un jeu extrêmement convenu avec deux boîtes qui fusionnent pour comme disent les jeunes, fric égale pognon. Et au final, on se retrouve avec un truc qui va vraiment demander énormément d'efforts, notamment au pays d'origine de création du jeu. Et un bonsoir à Murder, soit dit passant. Voilà. Julien, excuse-moi, je t'ai interrompu. Oui, j'avais une question toujours sur cette localisation. Du coup, je m'interroge parce que c'est très intéressant ce que tu dis. Euh, est-ce que tu as eu des retours de joueurs japonais, notamment sur certains éléments du scénario qui devraient faire sens visuellement? Je pense par exemple à Xemnas lorsqu'il donne le nom des personnages, enfin, lorsqu'il donne leur nouveau nom de simili, il fait apparaître un symbole de X.
d'ailleurs qu'on revoit dans le 3 lorsque Axel, Xion et puis Roxas reprennent leur symbole, c'est ce X qui apparaît. Sauf qu'ils n'ont pas changé le X en Z dans la version japonaise. Alors, je me suis demandé si... Est-ce que les Japonais véritablement ont compris cette référence au X symbolique des simili ou c'est passé Et- complètement à côté? Est-ce que tu as des éléments là-dessus? Écoute, il faudrait que je pose la question. Mon meilleur ami, justement, dont je parlais à l'instant, je peux lui poser la question. On n'en a pas parlé en détail, mais c'est vrai qu'il m'a dit il nous a manqué des trucs. On a vraiment loupé des choses que Oui. vous avez vues parce que c'était, comme on dit, c'était obvious en fait. Ouais, c'est ça. Que ce soit en anglais ou en français, il fait toute cette théorie avec les anagrammes. Il fait en japonais, c'est pas possible. Et même pour quelqu'un qui n'a que des bases dans cette langue-là, tu te dis, mais en fait, il n'y a à aucun moment, Sora Rokusasu, il n'y a à aucun moment un moyen d'établir un lien entre ces deux personnages, même Ansem ou Xemnas, etc. Peut-être Sora et Roxas se dire, ouais, ils sont les yeux bleus, ils se ressemblent un peu physiquement, mais à part ça, c'est tout. Il y a vraiment une perte, je trouve, et je suis vraiment triste pour eux, pour les joueurs japonophones, parce que finalement, c'était pour eux qu'on l'a fait, et c'est nous qui en avons le plus profité. Surtout au niveau des théories, même au niveau Ouais, du nom Xehanort, il y en a qui disent, bah oui, Xehanort, c'est peut-être No Heart avec un X dedans. ouais. Bah, Oui. j'ai envie de dire chacun son tour, hein. Ils ont eu 15-20 ans d'âge d'or. Maintenant, voilà. Le gros rageux. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, j'en profite parce que là, on a posé les bases des questions d'anagramme, de jeux de mots potentiels, de translittération. Donc, déjà, là, il y en a qui doivent suer et peut-être saigner du nez. Mais attachez un peu plus vos ceintures parce qu'on va passer à une étape supérieure. Simplement, deux petites précisions. On a parlé des katakana comme allant de soi. Donc il y a deux alphabets principaux et basiques en japonais qui sont les hiragana, les katakana. Les katakana ayant une utilité intéressante entre guillemets en japonais, c'est de pouvoir, Pauline vous en a beaucoup parlé, transcrire en syllabaire des termes notamment anglophones. Je vais vous donner un exemple basique. Si vous avez le terme cancel qui va vouloir dire par exemple annuler en anglais. Si vous voulez le transcrire en katakana, je vais y arriver, ça donnera cancelu. Donc voilà, ça vous permet effectivement d'ouvrir un ensemble. Et les termes anglais, mine de rien, sont quand même très très répartis et admis dans la langue japonaise, autant que nous, on peut les admettre dans la langue française. Et il y a un deuxième point, peut-être pour préciser, puisque ça allait de soi pour vous aussi, en tant que fan aguerri, donc Sora, Kairi et Riku, donc c'est respectivement ciel, lumière, et Riku, ça m'échappe, excusez-moi avec le... C'est la terre, il me semble, du coup. Merci. Voilà. Et donc voilà, ça nous donne la base élémentale dont on parlait avec Pauline. Et je vais te laisser effectivement partir peut-être sur ta première illustration, je pense, dans la suite logique de ta réflexion, qui va vraiment nous donner dans le dur pourquoi ta réflexion est venue et ton cheminement. Donc vous allez voir, c'est très intéressant. Donc c'est du... comme on dit dans les hashtags, normalement pour plutôt porn food, c'est du homemade, hein, c'est du fait maison par Pauline. Donc Voilà. là, on a une première illustration que je te laisse effectivement commenter. Roxas, justement, présent avec deux de ses amis. Et voilà. Juste pour Kairi, en fait, je crois que ça vient de Kai, qui est le coquillage en japonais. Ah, Donc en plus. Aqua, qui a un Ouais, D'accord. je crois lien que c'est avec Kairi, elle, c'est tu plutôt de vois. mer, ouais, c'est autour de la C'est mer. vraiment tout ce qui est maritime. Ouais. Ah bah oui, non, pardon, j'ai Mais une disons, bêtise. Je confonds avec Hikari, pardon. Je me suis oui, emmêlé les Hikari, c'est la pinceaux. lumière. Je me suis emmêlé les pinceaux. Merci pour la précision. T'en Est-ce peux que, pas, est-ce que j'ai le temps juste pour une petite question à Pauline? Non, Non, enfin non. vas-y. Je plaisante. Non, mais c'est toujours sur cette question de traduction, et tu vois, je pose plein de questions, ça m'intéresse beaucoup. Pour le nom des ennemis en japonais, parce que je sais qu'il y a eu un changement, les nobody sont devenus les simili en français, qui ne veut rien dire finalement. Non. Sans cœur, no hurts, ça ils ont gardé ce sens-là. Est-ce qu'en japonais il y a eu cette conversion où ils ont gardé les termes anglais? Et il me semble que c'est Nobody en japonais. Ça, j'ai pas regardé au niveau.
Il me semble que c'était une translittération vers le japonais. Il faudrait que je revérifie. Et même s'il y a des gens dans le chat qui veulent aller voir sur Wiki ou quoi. Mais normalement, c'est Hatores et Nobody. Ouais. Mais par exemple, pour les ennemis de Birth by Sleep, les Nessians, je n'en ai aucune idée. Vraiment. Et les Dorim Ita, peut-être, dans Dream Drop Distance, les Dream Eaters, c'est les Aval-Rêves en français. Bon, voilà, j'ai une peluche de Dream Eater, je suis trop contente, je l'ai mise sur mon épaule parce que je voulais la voir. Mais donc, oui, il me semble que c'est de la translittération aussi, c'est le fait de remettre littéralement et phonétiquement de manière identique dans une autre langue. Il me semble que oui. Mais donc, même là, si c'est la stratégie qu'ils ont utilisée, j'irais avec l'ouverture au monde qu'on a à l'heure actuelle, c'est difficile, c'est facile de deviner un peu le sens, tu vois, pour un japonais. Mais malgré tout, ils doivent se dire ça n'a pas été fait complètement pour nous parce que ça aurait pu être des termes japonais en fait. Ah oui, c'est vrai. C'est comme, tu sais, quand il y a des termes en japonais, quand tu dis ah j'ai besoin d'un advice, ben il y a un terme pour dire j'ai besoin d'un conseil en japonais, mais il y en a qui disent advice. Donc tu vois, il y a la langue est un peu, elle est extraordinaire, elle est unique, hein, mais il y a de la contamination, ça c'est sûr. Mais en tout cas, c'est fou cette histoire de simili, j'étais pas au courant, ça n'a aucun sens quoi. Comme type de traduction, enfin, à part vraiment si tu vas en mode super capillotracté sur, alors pas simili identique, mais plus simili du côté simulacre, et encore. Mais vraiment, bon, bref, je vais pas nous perdre parce qu'on a des choses très intéressantes que nous a apporté Pauline, peut-être si on a du temps plus tard. Alors, donc voilà, on a effectivement un gros boulot d'analyse de la part de Pauline qu'on va te laisser commenter, donc comme je disais, ici avec un extrait dans Kingdom Hearts 2 avec Roxas, si je ne dis pas de bêtises, hein, je parle sous le haut patronage de Julien et Pauline. Oui, c'est ça. Alors, pour vous expliquer, en fait, je suis juste accro à la comparaison de toutes les traductions, surtout de Kingdom Hearts, parce que voilà, c'est ma série de cœur. Et je me suis amusée à jouer à différentes versions pour voir en fait comment est-ce que les localisateurs s'y étaient pris, voir s'il y avait un peu des anomalies ou des incohérences au niveau de la manière de faire. Et vous allez voir avec moi qu'il y a quand même des questions qui se posent. Alors, tout d'abord, je vous ai mis la traduction toujours de toutes les langues que j'ai analysées. Au niveau du japonais, on a par exemple ici, on n'a pas du tout d'argent, je m'en occupe. Littéralement, j'ai toujours traduit littéralement ce qui était mis. Et vous pouvez voir que dans les 3 autres langues analysées, anglais, français, italien, on a un concept qui est oublié, qui a été ajouté, en fait, et donc qui n'est pas du tout dans la langue d'origine. Et moi, la question que je me pose, en fait, il faut savoir que quand on localise en général, et c'est comme ça que je procède quand je travaille avec mes clients, on a la langue source. Par exemple, on dit voilà, Pauline, tu me traduis ça du japonais vers le français, mais j'ai pas forcément accès aux traductions de mes confrères anglophones, italophones, etc. Donc, la question que je me pose, c'est comment ça se fait qu'ils ont tous les 3 plus ou moins la même traduction, alors que le japonais est différent. Ouais. Moi, c'était une des questions que je me posais, d'autant plus que dans les trois versions, contrairement au japonais, c'est Einer qui, le troisième ami de Roxas qui répond. Roxas lui dit ouais, t'oublies qu'on est fauché, mais qu'on n'a pas d'argent pour s'acheter de la glace. Et on dit ouais, mais t'oublies que moi j'ai plein d'idées. Donc on a vraiment un sens d'ironie qui se retrouve pas dans le japonais, mais qui se retrouve dans les 3 autres langues. Et moi je sais pas du tout comment est-ce qu'ils ont procédé pour tous les 3 avoir la même traduction. Il arrive que dans certains jeux, ça m'est arrivé à plusieurs reprises de travailler comme ça, mais on peut recevoir un document Excel avec, ou alors un Google Docs où on voit toutes les traductions qui se font en temps réel dans les autres langues. Et on peut travailler tous en même temps dans le même document.
ça, c'est une des autres explications. Et encore une fois, voilà, moi, je vous apporte un peu mon éclairage de localisatrice. J'ai pas travaillé en interne dans une entreprise, donc je sais Ouais. pas vous dire exactement comment est-ce qu'ils bossent. Moi, je suis uniquement freelance, mais c'est des manières de procéder. Mais c'est très bizarre qu'il y ait que le japonais qui soit comme ça. Oui, c'est vrai que c'est Au assez troublant. niveau, au niveau sémantique, il y a que lui qui est comme ça. Hmm. Euh, Si tu veux, tu peux Oui, passer à une autre image, comme ça on voit un tout peu. à fait. Attends, si Allons-y. tu veux, je vais regarder. Tu peux mettre l'image 4 Ah, peut-être? ok. Entendu. Je te suis. Alors, là voilà. Là, et en fait, je vous illustre un peu la différence que j'ai constatée entre les localisations et la version japonaise. Donc, donc là, Voilà, on est voilà. sur le 3. Voilà, on est sur Kingdom Hearts 3 ici, donc Le début du s'il y a 3, donc rassurez-vous. Pas de spoiler majeur. voilà. Ici, par exemple, en japonais, Hercule, il dit à Sora, je sais que vous n'êtes pas ici pour faire du tourisme. On a cette notion de tourisme qui est en gras dans le texte en japonais, qu'on ne retrouve pas du tout dans les autres versions. Nous, par exemple, en français, on a été encore plus pointilleux que l'anglais et l'italien. On dit c'est pas pour la feta et les olives, j'imagine, que vous êtes chez nous. Donc, on établit directement le lien avec la Grèce en insistant sur le fait que c'est de la feta et pas simplement du fromage. On aurait pu faire ça avec ratatouille, j'imagine, avec du camembert, mais voilà. Je suis je pense que je serais très copain avec le traducteur français. Mais, mais il y a peut-être un jeu de mots aussi sur la feta, la fête, je sais pas, mais en tout cas, voilà. Je pense pas parce que généralement, il faut essayer, quand tu localises un jeu, essayer d'être consistent, comme ils disent. Ouais, parfois, tu Oui, vois, d'accord. même moi, je suis un peu polluée comme la langue japonaise par des anglicismes. Euh, ah oui, la fameuse feta salakis au poney de Brevis. Bien Merci, sûr. Mais oui, évidemment. Mais donc, vous voyez, finalement, on remarque qu'il y a énormément de différences avec la VO japonaise et les locas. Et moi, je me pose encore la question, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait le choix de traduire par tout simplement du tourisme? Parce qu'il faut savoir que quand on localise, c'est un peu comme quand on fait du sous-titrage. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui s'y sont déjà, Oui, qui ont déjà testé, oui, mais tout à fait. c'est vrai que toi, tu es plutôt versé dans tous ces trucs-là, mais c'est un peu contraignant en ce sens qu'on a généralement 2 lignes pour écrire idéalement et un nombre précis de caractères à respecter, en sachant que voilà, quand on est un sous-titreur puriste, il vaut mieux mettre la petite ligne, la ligne la plus courte en haut et la ligne la plus longue en bas. Ici, on n'a pas eu ce problème. Je regarde sur la screenshot, sur la capture d'écran en français grec, On a mais qu'une ligne, ouais, on est tranquille. pas qu'une ligne, donc on est tranquille. Mais encore une fois, c'est assez bizarre que le japonais soit si différent de ses traductions. Et on a aussi un truc qui passe à la trappe, si je dis pas de bêtises, c'est la mise en... tu parlais d'une mise en gras, c'est textuel dans la version Ah, japonaise? ça, c'est moi qui l'ai fait. C'était moi qui Ah l'ai non, fait, c'est cette simplement pour souligner le point. D'accord, excuse-moi. Je pensais que c'était un effet non. stylistique volontairement là, parce que ça peut arriver dans certains jeux qui est des personnages avec des termes stylisés, etc. D'accord, ok, c'est pas le cas. Très bien. Est-ce que tu veux que je continue à commenter la différence avec la VO? Oui, oui, bien sûr, n'hésite pas. Je suis le Alors, prolongement de euh, tes illustrations. ok, ben, tu peux mettre la Lilu 9 si tu veux bien. Hop, Let's alors, go. voilà. Alors, un nouvel exemple de différence avec la VO japonaise. Ici, vous avez le personnage de Larxine qui, en japonais, va simplement dire, ben voilà, nous possédons un cœur puissant. Je vous donne pas d'informations supplémentaires sur le contexte dans lequel elle le dit, Ouais, parce que ça, ce serait un vrai spoil. oui. Et, mais vous voyez, en fait, c'est un personnage qui est connu pour être un peu casse-pied et toujours en Oui. train de chercher les ennuis. Euh, Et je trouve que ça s'est très très bien traduit ce caractère dans les localisations, ce qui est voilà, ce qui est assez étrange. Euh,
vous voyez, en fait, en anglais, en français et en italien, elle va utiliser des marqueurs linguistiques Ouais, d'intensité. ouais. En anglais, elle dit Yeah, our hearts are uber powerful. Au lieu de tout simplement dire qu'ils sont puissants, elle va vraiment exagérer en fait. Et en japonais, elle dit juste tsuyoi, qui est tout simplement bah, ils Oui. sont forts. En Ouais, fait, ça. il n'y a pas de marqueur d'intensité dedans. Donc voilà encore une différence Alors, curieuse ce qui est génial dans avec. l'exemple que tu viens de donner. Ah, pardon, excuse-moi, je t'ai interrompu. Non, j'allais simplement dire ce qui est très intéressant aussi, et on le souligne souvent dans les émissions de Death Podcast, c'est tout ce qui est la dynamique du doublage et un domaine tout particulier au Japon qui est ce qu'on appelle les seiyuu, donc qui vont être des doubleurs, alors plus dans le domaine de l'animation, mais qui peuvent se retrouver aussi sur des jeux vidéo, et où au Japon vraiment le doublage d'animés, de jeux vidéo, etc. C'est une vraie institution. Alors je dis pas qu'en France on a forcément à rougir parce qu'il y a des très bons comédiens, mais là-bas, c'est vraiment quelque chose d'installé, c'est quelque chose de plutôt valorisé, etc., etc. Et ce que je veux dire aussi là-dedans, c'est que il faudrait que je me remémore, enfin que je revoie d'ailleurs la scène, même je me la représente, mais j'ai pas l'intonation. C'est aussi évidemment ce qui peut passer, parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure on parle de traduction, mais sur des jeux, c'est acquis que ce sont des jeux qui ont à présent des voix. Mais c'est vrai que c'est intéressant aussi si on prend les cas de jeux exclusivement textuels où on pourrait se retrouver encore avec un autre cas de figure, un autre contexte. Peut-être que là, l'intonation du Tsugoi est vraiment posée de manière de la prosodie ou de la voix, de manière à ce que on puisse supposer effectivement quelque chose comme les augmentatifs ou amélioratifs que tu décrivais avant, parce que moi je suis pas autant calé que toi en termes linguistiques. Donc voilà, c'est simplement une remarque que je me faisais. Je sais pas si c'est des cas de figure auxquels tu as été confronté aussi. Mmh, ça m'est en fait, j'ai eu la chance de toujours pouvoir, enfin les projets qu'on m'a proposés, c'était toujours des jeux indépendants qui n'étaient pas doublés. Heu, D'accord. Comment dire? Ça c'est vraiment quelque chose quand il y a une synchronie labiale à donc en fait le respect du mouvement des lèvres du personnage à respecter en plus, là c'est l'Armageddon. C'est ça. C'est pas possible. Ouais. Il y a trop de choses à respecter. Déjà, quand tu traduis, bah, tu dois respecter le texte cible, le texte source, donc le texte à partir duquel tu travailles, le sens, le caractère du personnage, la synchronie labiale dans le pire des cas, l'espace dont tu disposes si tu as de la zone de texte comme en sous-titrage ou dans les jeux avec des bulles, des zones de texte. C'est vraiment compliqué. Et honnêtement, si j'avais eu la synchro labiale à gérer en plus, je crois que ça aurait été rock'n'roll, vraiment. Mais ça m'est jamais arrivé. Attends, je ne t'entends plus. Non, je disais, c'est une chose que je ne te souhaite pas vu la densité du travail, mais en même temps, c'est un sacré défi, donc ça peut être chouette un jour dans ta carrière. Il y en a une, je vais un peu faire, je vais me permettre de, en plus c'est raccord avec la traduction, de faire à la fois mon menu et de faire du détournement. C'est la 3 oui c'est ça, la 3 que tu nous avais proposé. Parce que là, tout à l'heure, tu me disais, il faut toujours un peu faire attention et se retenir au niveau des jeux de mots. C'est que là, on a un cas de figure qui est intéressant, justement, avec un jeu de mots, que je salue et que j'espère que vous allez apprécier dans le chat ou en replay. C'est celle-ci, donc où nous avons donc le personnage de Rémi du film Ratatouille, qui est comme dans le film sur le crâne de Sora et qui le contrôle en partie. Et originellement, donc c'est la traduction japonaise nous dit Sora, tu es en train de te faire manipuler. L'anglaise nous dit Sora, tu t'es fait pirater. Et en comment dire le festival de jeux de mots, c'est le français avec tu t'es fait pirater. Donc là vraiment on a c'est la Royal Quinte Flush de la traduction. Et il y en a une qui m'échappe, c'est la traduction italienne par contre. Euh, oui, je t'avoue que je sais qu'en italien, il y a ce qu'on appelle beaucoup de faux amis. C'est des mots qui se C'est ça, ressemblent, qui ouais. ressemblent au français, mais qui veulent pas.
tout dire la même chose. Oui, peut-être une prise de possession Donc, plus qu'une séquestration. voilà, tout à fait. À mon avis, ce doit être un cas de figure comme ça. Mais malheureusement, italiano, moi, c'est pas mon truc. D'accord. Je m'aurais pu tester pour le russe, mais pas pour l'italien. D'accord, bon, ça a déjà beaucoup de cordes à ton arc. Et bonsoir à Conquer Pierre qui nous affirme d'entrée de jeu qu'il est un très gros fan de Kingdom Hearts, donc la pression. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu souhaites évoquer ou est-ce que tu as d'autres thématiques en dehors des traductions que tu nous as proposées que tu voulais évoquer? En fait, j'aimerais beaucoup leur montrer la 6, mais je crois que c'est celle avec Ansem et j'ai pas du tout envie de spoiler. On vous fait l'alarme spoiler, alarme spoiler, attention, si voilà, vraiment, sinon revenez dans... Allez, on va être large, revenez dans 5 minutes. Je timerai Voilà. pour qu'on ne dépasse pas 5 minutes. Sinon, mettez en pause. Voilà, Conquer Pierre va rester avec nous parce que c'est un très gros fan et je suppose qu'il n'y aura pas de souci pour lui. Mais pour les autres, partez. Sinon, dans 3, 2, 1, hop là. Donc j'ai pas encore agrandi, vous pouvez encore partir. Dépêchez-vous. C'est trop tard. Donc, alors, on t'écoute sur ce screen et cette traduction. Voilà. Alors, pour vous expliquer, en fait, ici, Ansem, le chercheur des ténèbres, s'adresse à Ansem le sage. Et en japonais, il dit Hanashiwa tsuitana, qui se traduit, si vraiment on veut faire de la bonne traduction, à nous avons trouvé un compromis. Oui. Donc, voilà, quand on traduit, on se dit, ouais, c'est finalement très neutre, enfin, ça correspond au personnage qui est un peu dark, pour pas vouloir faire de mauvais jeu de mots. Et quand on s'attaque à toutes les localisations, on se rend compte qu'en fait, il fait un jeu de mots sur la base du nom de la personne à laquelle il s'adresse. Donc, pour Ansem le sage, il va dire, voilà qui est sage, en fait. Et personnellement, quand j'ai vu ça à l'écran, j'ai dit, mais c'est pas possible. Il vient de faire une blague. Lui, de tous les personnages, il vient de faire une blague, quoi. Donc, voilà, c'est pas que ça m'a choqué parce que bon, j'ai ri pendant 5 grosses minutes, je savais pas me revoir, mais c'est quand même quelque chose qui n'est pas anodin en ce sens que les localisateurs ont ajouté un sens. Ouais. Et donc, une part de personnalité à ce personnage qui, dans KH3, je trouve qu'il s'est lâché. Enfin, j'ai adoré ça. Mais voilà, c'est pas anodin parce qu'on ajoute quand même voilà. On ajoute cette caractéristique un petit peu voilà, humoristique à un personnage qui a priori ne l'est pas du tout. Oui. Comme c'est un antagoniste. Et voilà, moi c'était vraiment un des passages qui m'avait le plus marqué. C'était bon, ben, ça m'a beaucoup fait rire de un. Et en plus, ah oui, comme le dit Conquer Pierre, c'est à mon avis, ils ont bien rigolé. Et dans les autres langues aussi. J'ai regardé en japonais, ils auraient pu faire cette vanne-là. Et j'ai demandé à mon pote japonais, j'ai dit, tu confirmes? Il m'a dit oui, on aurait très bien pu la faire. Parce que il s'appelle aussi Ansem le sage, littéralement en japonais, et ils auraient très bien pu dire, ben voilà, tu es quelqu'un de sage. Mais en japonais, ils ont décidé de rester neutres et les autres se sont lâchés dans leur localisation. Voilà. Et qu'est-ce que tu en penses, toi, à titre personnel, au-delà du fait que ça t'ait bien fait rire, de ce supplément d'âme, on va dire, dans la proposition de tu es sage? Et en fait, ça me fait plaisir parce que ça prouve quand même que les localisateurs ont une certaine liberté au niveau de leur travail. Et c'est parfois quelque chose, quand tu localises, c'est pas comme quand tu écris quelque chose, tu es contraint de respecter un contenu qui t'est donné à la base. Et donc, quand tu as une certaine amplitude, tu sais, quand on te donne quand même un tant soit peu de liberté au niveau de la créativité, en tant que traducteur, ça n'a pas de prix. C'est vraiment génial. Et s'il pouvait se lâcher et faire des jeux de mots, avec un personnage comme lui, bon, dans ce contexte-là, il n'y a pas de problème, mais c'est quand même une prise de risque. Oui. Il ne faut pas le faire à n'importe quel moment, ce genre de choses. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et il a quand même ce côté, malgré le côté pince sans rire, ça peut passer comme
comme quelque chose, une forme d'ironie du moment, qui est une scène, si vous êtes resté, hein, très très intense. Donc effectivement, ça peut se tenter. C'est audacieux, mais ça peut se tenter. Et d'ailleurs, j'ai une préférence à titre personnel pour la traduction française, qui, je trouve, est un compromis un peu moins direct. Dans le sens où on garde une tournure, Ouais. non pas totalement neutre, parce que comme on dit, le Rubicon est franchi, et il tente effectivement le jeu de mots sur l'adjectif de sage, mais on n'est pas sur une adresse directe du tu es sage, c'est voilà qui est sage. Donc il y a une espèce comme ça Mhm. de dimension plus globale que je trouve très intéressante. Donc en tout cas, si vous familiarisez ce soir, c'était le bon moment avec Pauline, sur ce que ça peut revêtir, hein, la question de la traduction et de la localisation. Est-ce que tu souhaitais qu'on passe à une autre traduction? Je t'écoute, je te suis. Si tu veux, ou si tu souhaitais partir. Alors, ici, en fait, on a parlé de la différence avec la VO japonaise, Ouais. en considérant que c'est la VO, j'aime encore des hypothèses. On a parlé des jeux de mots, et ce qui est peut-être bien, c'est de parler de l'adaptation culturelle maintenant, avec les Oui, images 5 et 8. super. Alors, c'est très bien parce qu'en plus, on en parlait au début. Alors, la 8, je la vois. Ah, la 5, elle est là. Hop, la 5 et la 8. Très bien. Alors, Je ne sais hop. pas si toi tu considères qu'il y a un risque de spoil, parce que je sais que j'ai tellement joué à ces jeux pour trouver, tu sais, les petits aspects pointillés au niveau linguistique. En fait, je fais même plus attention à ce qui pourrait être un spoiler. Donc, je compte sur toi pour être l'équivalent du Peggy, On va, on, de censurer tout ce qui ne on, doit pas apparaître. On va essayer, mais je pense que les courageux qui sont restés, avec nous, ils sont encore nombreux, pour certains discrets. Bon, il y en a des très actifs comme Conquer Pierre, comme Gabo, etc. Mais je pense qu'ils sont restés en connaissance de cause. Donc je serai toi, j'irai à fond, je me ferai plaisir. Je suis juste d'accord avec Anker Pierre qui dit que au niveau des doublages, ils n'ont pas repris les acteurs d'origine. Oui, Ouais, c'est vrai que c'était dommage. Et je sais pas si vous êtes au courant, mais Donald Renew qui prêtait sa voix à Sora dans KH1 et KH2, en fait, il prête aussi sa voix à Christophe dans La Reine des Neiges. Et comme il y a La Reine des Neiges dans KH3, ben en fait, si les deux personnages avaient parlé en français en même temps, on aurait ça aurait été logiquement cocasse. dû entendre deux fois Donald. Ça aurait été cocasse, C'est- d'accord. c'est- Alors, Et ici, donc, je vais juste parce que je suis malheureusement myope comme une taupe et je ne vois pas tout. Ah, voilà. Je vais peut-être attaquer par l'image avec Einer, l'image de droite, parce que celle-là, elle entendu. est vraiment chouette, je trouve. Euh, alors, à un moment, Einer, un des amis de Roxas, s'adresse à ses autres copains en disant, voilà, Pence, tu n'auras pas droit en français à une gaufre. En fait, ce qui est intéressant et on s'en rend pas toujours compte quand on joue, c'est que même au niveau des aliments, au niveau de la culture, finalement c'est une culture culinaire, il faut pouvoir s'adapter au public auquel on s'adresse. Par exemple, les Japonais, ils ont dit que Pence n'aurait pas de yakisoba. Ouais. Ça aurait, même si vous êtes un fervent fan de la culture japonaise et que vous savez ce que c'est, Hmm, euh, tout le monde ne sait pas forcément ce qu'est un yakisoba. ouais. Donc, c'est important de traduire ce type de concept dans la langue cible. Par exemple, les anglophones, ils ont eu droit à no pretzel, donc un bretzel pour pence, Ouais. et en italien, c'était une ciambella j'ai regardé, ça a l'air très bon, c'est une Oui, sorte de pain je te confirme. de pain italien et j'ai vraiment découvert ça en analysant les différentes locales. Donc vous voyez, même des petites choses comme ça, il faut faire attention. Et pour l'anecdote, j'ai aussi farfouillé dans Final Fantasy XV et à un moment, même si on a cette image, parce que vous voyez ici, on n'a pas l'image de la nourriture et ça, c'est une chance Oui. pour le localisateur Ah parce que oui. si vous aviez du yakisoba qui apparaissait, soit il fallait changer la structure visuelle à l'intérieur du jeu et remplacer par autre chose. Ouais. Parce que comme je vous expliquais, la localisation, elle peut se faire aussi au niveau des graphiques. Par exemple, si au Japon, il y a un jeu avec des femmes à moitié nues qui apparaît,
En Chine et dans d'autres pays, notamment chez nous, dans des pays européens, on va devoir ajouter du tissu. Shiva, dans un des Final Fantasy, Ouais. on a dû lui rajouter une couche de vêtements sur sa peau. Ça, c'est la loca visuelle, Mm. je dirais graphique. Et donc, ici, voilà, ils ont cette chance, ils ont vraiment pu adapter comme ils le voulaient en fonction juste du texte, en fait. Ouais. Mais dans Final Fantasy XV, il y a des photos d'onigiri. Vous voyez Ah ces oui, le sortes de 15, t'as pas le choix. Ouais. Le 15 n'a pas eu le choix. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'au lieu de laisser onigiri, ils ont mis des boules de riz fumantes. Et j'ai pas trop compris parce qu'a priori, un onigiri, ça se mange froid. Ça se vend même dans les combini, dans les frigos. Ouais. Et en posant la question à un japonais, il m'a dit mais je comprends pas pourquoi Mm. ils ont dit que c'était fumant parce qu'un onigiri normalement ça se mange froid. Bah ouais, mais je cherche, d'accord. Pourtant, il commençait bien, hein, boule de riz, c'est pas trop mal, c'est un bon Ouais, compromis. Mais- c'était fumant après et il y en a qui disaient ouais ça, ils auraient peut-être pas dû mettre ça, boule de riz ou tout simplement onigiri parce que c'est un peu comme je sais pas moi des sushis. Finalement tout le monde sait ce que c'est des sushis en Ouais. fait. Il y a des concepts qui sont apparus dans notre langue et chez Oui. nous par exemple en russe, on dit un trottoir pour un trottoir. Il n'y Ok. a pas besoin de le traduire autrement, on sait ce que c'est. Hmm. Et donc voilà, il y a des choses comme ça. Je pense que dans Final Fantasy XV, ils auraient dû laisser le terme tout simplement translittérer du japonais vers l'anglais et le français. Hmm. Et pas traduire, parce que finalement, ça casse un petit peu l'expérience, je trouve. Ouais, probablement. Hein. Mais voilà, ça c'était. Non, je disais Ouais, probablement, c'est excuse-moi. ça. Mais là, dans le cas de figure, c'est vrai on aurait pu assez facilement, si on avait vu des yakisoba, éventuellement mettre nouilles, même si c'est plus simpliste et que ça ne traduit pas forcément vraiment le plat en tant que tel, c'est une alternative. Mais c'est là aussi où vous vous rendez compte, je pense que pour beaucoup d'entre vous dans le chat, vous y êtes déjà sensibilisés, mais c'est un vrai art du bricolage aussi. C'est ça qui est génial dans le boulot de la localisation. Et je me posais même la question si le personnage de Pence ne se prononçait pas Pence en italien, tout bêtement pour des questions de sonorité qui justifieraient peut-être le ciambele, tu vois, ça ferait niente ciambele per Pence. Donc voilà, c'est des trucs des fois aussi Très bien. en termes de sonorité ou des choses comme ça. Mais c'est là où c'est génial et il faut vraiment, comme vous le disiez, Pauline, en préambule, ne jamais supposer sans vérifier. Parce que là, c'est ce que je fais, c'est une pure interprétation et il faut vraiment s'assurer que tout ce que je dis s'aligne pour que ça ait une cohérence dans une traduction. Je passe peut-être à l'autre. Ah oui, oui, pas de souci. Et je voulais juste ajouter, Oui, je t'en prie. quand vous jouez, enfin, je sais que j'avais cette tendance-là avant de devenir localisatrice, mais quand vous jouez à un jeu et que vous dites, ouais, la traduction, elle n'est pas identique à ce qui est dit dans la langue d'origine, dites-vous bien que le localisateur, on lui met plein de contraintes, en fait, au niveau culturel. Peut-être que si vous êtes sensible à la culture japonaise, vous auriez aimé qu'on garde yakisoba, Hmm. mais nous, quand on travaille, on n'a pas forcément le choix de changer. Donc, soyez indulgents avec nous, s'il vous plaît. C'est comme... Je vous prie instamment d'être gentil avec le localisateur, parce qu'en plus, souvent, on n'a pas beaucoup de temps, contrairement à ce qu'on peut croire. On n'a pas des mois pour traduire ce genre de contenu. C'est Et ça. qu'il y ait 4000 jeux de mots ou pas, on a de toute façon le même timing pour traduire et faut juste espérer avoir de l'inspiration. Hmm. Vraiment. C'est une C'est très réalité aussi. compliqué. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et on travaille dans l'ombre, ça m'a fait vraiment très mal au cœur, mais ça m'étonne pas de voir que les localisateurs, dans les crédits des jeux, ils sont cités en dernier. Hmm. J'avais des amis qui avaient travaillé sur un jeu vidéo et j'ai attendu pendant très longtemps pour voir leur nom et je ne l'ai vu qu'à la fin et ça m'a fait mal en sachant toute cette énergie et tout ce temps qu'elles avaient concentré sur la localisation de ce jeu. Hmm. Vraiment, donc vous voyez, on travaille un peu dans l'ombre finalement. D'ailleurs, on travaille tellement dans l'ombre que je pense qu'il y en a très peu parmi vous qui connaissaient le terme de localisateur. S'il y en a, dites-le moi, je serais Ça, vraiment ravie de le savoir, mais ça commence un c'est une réalité.
un tout petit peu à se démocratiser quand même, le terme de localisation, mais c'est vrai que ça reste encore très timide. Je pense que si tu fais un micro-trottoir de 10 personnes, avec de la chance, tu en auras peut-être 3-4 dans le lot qui sauront ce que c'est en termes de distinction. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce qu'il y a d'autres exemples que tu voulais qu'on... Bah oui, oui, je suis idiot, vu que je te l'ai proposé. C'est son voisin, hop, que voici. Voilà. Moi, j'ai ma liste avec mon pense-bête à Le côté de 8, moi et excuse-moi. j'enlève dès que... Voilà, Voilà. le oui. On est sur le 8. Team à Demix, qui est un des anciens membres de l'organisation qui contrôlait l'eau, si je ne me trompe pas. Et est-ce que vous m'entendez toujours? Parce que j'ai vu le signe du loading sur Moi, l'écran. moi Je sais oui, pas si... moi oui. Le chat te confirmera dans Ah, quelques instants. Donc s'il y a un souci, je te dirai. ok, ok. Pas de souci. Oui, on t'entend. Et... ah, nickel. Mais ici, en fait, elle le critique en disant que il aurait fait qui fait un piètre réceptacle pour l'âme de Xehanort. Ça, c'est vraiment un truc qui est connu depuis Dreamdrop Distance, je pense. Il essaye vraiment de rameuter toute une bande de joyeux lurons pour lui servir de sous-fifre. Et Demix, visiblement, ferait partie du groupe. Et ici, en fait, vous allez voir que dans toutes les versions, le mot qui a été employé est différent. Par exemple, en japonais, on nous parle de casserole. Ouais. Et encore une fois, à chaque fois, elle essaye d'être insultante parce qu'elle l'aime vraiment pas. En anglais, il parle de bol de céréales. Ça, j'ai pas compris par contre. Pourquoi, pourquoi un bol de céréales? Mais en français, on parle d'une baudruche et en italien, voilà, je pense vraiment, je me suis pas trompée, c'est une écuelle. Donc, à ce niveau-là, il n'y a aucun des localisateurs qui a procédé de la même manière. Pourquoi? C'est peut-être tout simplement parce que c'était une préférence personnelle que la personne qui a travaillé avait. Et Ouais. c'est tout à fait possible. Hein. On a aussi notre sensibilité propre. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas des ordinateurs qui traduisent les contenus, mais bien des êtres humains. Donc, on vient Mais- aussi avec nos idées. Vous avez bien vu avec pirater et Bah voilà ouais. qui est sale. C'est on arrive avec notre créativité hein, quand on travaille sur un jeu et généralement on le fait avec grand plaisir. Vous êtes pas des Heartless. Donc voilà. Ce serait un comble quand même sur de la trad de Kingdom Hearts. Alors, ouais, oui, celle-là, c'est vrai que c'est peut-être une des plus surprenantes sur le, quand tu vois la variété de traduction, mais oui, ça fait sens, effectivement, quand on se fait la remarque. Il y a des cas où tu adaptes à ta sauce, il y en a qui vont être plus parlantes, et heureusement, je dirais, dans ce travail-là, qu'il y a quand même ces petits espaces de liberté. Alors, que nous reste-t-il encore en boutique? Il y avait beaucoup de choses, je ne sais pas jusque quand dure le live, mais ça dépend Bah vraiment écoute, de... c'est à ta convenance. Moi, c'est plus dans le sens inverse. Ça continue de débattre dans le chat et de discuter. Donc je pense que ça n'a pas fui en masse. Donc ça doit intéresser. Donc n'hésite pas. En tout cas, ils en auront soupé la linguistique C'est misère. ça. Mais j'espère quand même que ça va, je ne suis pas trop barbante. Et si je suis soporifique, n'hésitez pas à dire ouais, Si tu es soporifique, ils auront joué à écrivez des mots plus Pokémon. simples. Voilà. Euh, donc, alors, sur laquelle est-ce que nous passons? Alors, ce qu'on peut faire, c'est... attends. Peut-être parler de... Attends, il y a beaucoup trop de choses. En fait, on a beaucoup trop d'idées. C'est ça qui est terrible. Oui, ce qu'on peut faire, c'est parler de l'image 2. Allez. Je vois modification d'éléments dans la traduction, dans un but Euh, stylistique. Ah, merci Zivrox, vraiment. Bah, tu vois, Ça fait c'est plaisir. c'est même pas moi qui l'invente. Euh, Hop.
Parce que parfois, quand je me lance, hein, on m'arrête plus. Surtout sur Kingdom Hearts et la Loca, c'est le combo, c'est le combo de la mort. Ah oui, celle-là m'a tué, ouais, je m'en souviens. Quand je Alors, les ai là, regardés avant l'émission. pas de spoiler, c'est Kingdom Hearts 2, hein, celui-là. En fait, c'est Einer qui, dans le KH2, dit que ils vont devoir travailler pour pouvoir se payer un ticket de train pour aller à la mer. Ah oui, je voulais vous dire, si jamais j'utilise des belgicismes, faites-le moi remarquer parce que ik kom uit België, hein, een echte Belge ici. Donc, n'hésitez surtout pas à me le dire. Mais voilà, plus sérieusement, dans cet exemple-ci, on remarque en fait, en français, il y a une différence à cause du fait que quand on dit la mer bleue et le ciel bleu, euh, vous voyez, il n'y a pas comment dire, cette mélodie qu'on aurait avec la mer bleue, le sable blanc. Généralement, quand on regarde, imaginons j'invente, hein, des publicités à la télévision, on va dire profiter d'un voyage, je sais pas moi, aux Maldives, Ouais. une mer bleue qui s'étend à perte de vue, un Hmm. sable blanc. Sable C'est vrai, fin. voilà, c'est vraiment, voilà, du sable fin, c'est vraiment deux idées qui vont ensemble parce qu'elles sont fréquemment utilisées ensemble. Hmm. Et donc là, c'est purement, voilà, je pense, hein, dans un but stylistique que le localisateur a décidé de s'éloigner du texte d'origine. Hmm. Parce que pour lui, ça allait de soi que c'était beaucoup plus beau, beaucoup plus esthétique de dire sable. Et encore une fois, lui, il avait peut-être aussi, je pense pas qu'ici c'était vraiment un problème, mais il y avait la synchro labiale, la synchronie Ah labiale, oui, peut-être, ouais, tout à fait. tu Ou, vois. ou il avait envie de vacances. Moi aussi. Et les jeux du sable blanc. Le mec qui passe ses messages. Mais c'est vrai que notre mer du Nord, elle pourrait avoir un peu plus de sable blanc quand même. Bah ouais. Mais voilà, tout Ok, à fait. Ici, c'est vraiment stylistique, je pense. d'accord, d'accord. Et je pense que ah oui, je vois ici, je parle d'un truc, quand on parlait des hésitations sur la langue d'origine, Mhm. en fait, ce qu'il y a souvent pour certains jeux, et c'est pour ça que j'ai vraiment, vraiment de grosses hésitations à ce sujet, on a ce qu'on appelle le simship. Ça veut dire qu'un jeu doit être traduit dans toutes les langues Hmm. de l'OCA, et c'est généralement les langues qu'on appelle les langues IFIX, donc c'est English, French, Ouais. Italian, German, Spanish, ce sont les langues qu'on retrouve souvent dans le doublage. Et par exemple, le Oui. fait qu'il n'y ait pas le N du néerlandais, ça fait que c'est plutôt une langue de sous-titrage. Mais donc, toutes ces langues vont devoir travailler, disons, de concert, en fait, en même temps, pour que à terme, le jeu puisse être envoyé dans tous les pays destinataires au même moment. Et c'est pour ça, voilà, ce fameux SimShip, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'avais beaucoup d'hésitation sur l'identité de la langue d'origine. Et voilà, malheureusement, s'il y en a un parmi vous qui a une idée par rapport à ça, une hypothèse, c'est vraiment intéressant. Mais de mon côté, j'ai plus du tout d'idée. Disons que le mystère reste entier, même pour moi, quoi. Ok. Eh ben écoute, je pense qu'on aura fait un joli tour de la série Kingdom Hearts et des traductions, de la localisation. Est-ce qu'il te resterait vraiment peut-être une dernière vignette que tu souhaitais, ou est-ce que tu préférais plus prendre un temps pour un dernier sujet qu'on n'aurait pas traité, sachant que, comme je disais à Julien avant qu'il nous quitte tout à l'heure, c'est absolument pas exclu de faire un match retour, hein, donc voilà. Ce que je veux bien faire, c'est en fait ici on a principalement, tu vois, parlé de tout ce qui était linguistique, mais il Oui, y a eu de la modification graphique oui, des images oui, de Mars. Et ça, je pense que ça peut être intéressant. Je vais leur donner peut-être plusieurs exemples, d'accord. mais c'est vraiment parlant. C'est un truc que j'avais mis dans mon mémoire. C'est l'image 20 avec l'hydre dans le Colisée. Je ne sais pas si tu l'as. Alors, non, je n'ai pas la 20, ou alors ce que je n'ai pas mise.
Elle était parmi celles que tu m'avais envoyées? Oui, les dernières que je t'ai Alors, envoyées, ouais. attends, excuse-moi. Hop. Je vais vous trouver ça. Je te laisse peut-être introduire l'idée et moi je me charge de la retrouver pour l'intégrer en live. Voilà. Euh, Alors, pour expliquer vraiment en quelques mots, la loca, comme je vous ai dit, ça peut être au niveau du texte, mais ça peut aussi se faire au niveau des graphiques, donc de tout ce que vous allez voir au niveau visuel. En fait, j'avais identifié dans mon travail de fin d'études, parce que j'ai vraiment poussé ça jusqu'au bout, plusieurs types de localisation graphique. On a généralement de la censure au niveau de tout ce qui a trait à la sexualité. Par exemple, dans hmm, Kingdom Hearts, Kairi et Selfie, on peut voir leurs sous-vêtements dans une des premières versions. Et dans les versions remasterisées, euh, ils ont carrément enlevé disons, la texture qui apparaissait au niveau de l'entrejambe pour ne pas que ça pose problème. Ensuite, il y a un moment, je pense, dans Kingdom Hearts 2 où Donald recroise la route de Daisy et où en fait, elle le sermonne dans notre version, mais dans la version japonaise, en fait, elle lui fait une fessée et lorsque ça a dû être adapté pour le public occidental, disons les organismes de régulation ont dit ça va pas passer. Il faut vraiment qu'on trouve une alternative à ce type de choses, à ce problème. Donc, ils ont juste fait en sorte que Daisy le sermonne en levant les bras, en tapant les bras vers le ciel. d'accord. Ensuite, au niveau de la violence, il y a également des choses à dire en ce sens que, par exemple, Jack Sparrow dans Kingdom Hearts 2, dans la version japonaise, en fait, ça respecte tout à fait le film parce que à la fin, il est déstabilisé. Comment est-ce qu'il s'appelle? Barbossa lui plante une épée dans le cœur. Ouais. Dans la version localisée, on voit pas l'épée. Donc, en fait, finalement, on voit Jack Sparrow qui titube et on sait pas pourquoi. Et c'est ce moment où il entre dans ce faisceau de lumière et on se rend compte qu'il a volé une pièce, Hmm, comme dans le film. d'accord. On a fait des erreurs graphiques aussi au niveau de Kingdom Hearts 2 quand Riku retire son bandeau, Ok. celui qui le rendait aveugle. Il y a eu une sorte de faux raccord, il y a eu une sorte de bug en ce sens que lorsqu'il retire son bandeau, dans la première version de KH2, en fait, on remarque qu'il y a encore son bandeau. Donc finalement, ça change rien, on voit pas ses yeux à ce moment-là. Et ce Ouais. qu'ils ont décidé de faire dans l'autre version, ça, j'avais vu ça dans la vidéo d'un YouTuber qui avait aussi analysé ce genre de choses au niveau graphique. En fait, ils ont tout simplement fait comme ils l'ont fait aussi dans Beyond Two Souls, notamment au niveau pour masquer la nudité de certains personnages. Ils ont cropped, ils ont en fait Ouais, rajuster l'image. ajusté l'image pour qu'on ne voit que les épaules du personnage et pour qu'on n'ait pas ce problème Hmm, de, disons, de remodélisation en fait. Ils ouais. se sont dit on va recouper l'image pour qu'on ne voit pas sa tête et ça va tout régler. Ouais. Ah, Et j'ai alors, je sais pas j'ai si. mis Ah, l'illustration que tu avais citée en exemple de selfie. ouais. En l'occurrence. Et je vais me permettre de vous recommander, je vais même vous donner le lien dans le live, sinon j'essaierai d'y repenser pour le mettre pour le replay. Je vous recommande une chaîne YouTube qui s'appelle Censored Gaming. Qui recense beaucoup de cas de censure de jeux vidéo. Je trouve que c'est assez raccord avec ce que nous évoquait Pauline jusque là. Voilà, et tu allais nous dire effectivement juste avant que j'intervienne. Ouais, je pense que justement c'est sur cette chaîne que j'avais vu ces éléments. Donc je suis contente que tu l'aies retrouvé, que tu D'accord. la cites parce que tout ce qui était graphique c'était sur cette chaîne-là. Ouais. Euh, je- Il y en a peut-être un autre aussi, j'y repense, c'est très raccord avec tout ce que tu nous as dit pendant l'émission. Si vous ne connaissez pas encore, c'est Legend of Localization, qui est très très connu par on va dire les gens
les gens acquis à la cause, si je puis dire, qui recense effectivement beaucoup de questions d'ambiguïté, de difficulté de localisation, comme son nom l'indique, avec une petite sonorité, un petit jeu de mots avec Zelda, vous vous en doutez bien, et c'est très riche, c'est très intéressant. Moi, c'est un truc que j'utilisais dans certains exemples pour mes cours, notamment un exemple de Pokémon avec un personnage transgenre qui a été, dont le sens a été un petit peu évacué dans la version anglaise, mais pas totalement. Donc c'est parfois des gros exercices de grand écart Volvo, comme on dit. Voilà, je mets ça également dans le live pour ceux que ça intéresse. Hop. Et je te redonne la parole, excuse-moi pour ces 2 interruptions successives. No stress, t'en fais pas. Est-ce Voilà. que tu as par contre l'image avec l'hydre? C'était vraiment le dernier exemple que je voulais donner pour ça. L'image de l'hydre, alors je vais trouver ça doit être dans les dernières que tu m'as donné également. Je te laisse commencer comme tu viens de faire il y a quelques instants et je vais l'afficher dès que je la retrouve. Hop. Alors, ce qu'on va vous montrer, en fait, c'est un passage de Kingdom Hearts 2 qui, oui, il me semble que l'X c'était dans KH2. Oui, le Cerbère c'était dans la 1. Voilà. Souvenir. En fait, il y a eu un... Je ne vais pas appeler ça un malentendu, mais il y a vraiment un souci au niveau de l'hydre dans ce Kingdom Hearts parce que vous voyez, pour ceux qui ont joué à KH2, quand vous devez combattre l'hydre, il y a des moments où vous lui tranchez la tête en fait, et donc il y a des têtes qui repoussent, etc. Dans notre version localisée, quand vous coupez la tête de l'hydre, ce sont des nuages de fumée noire qui émanent des plaies. Alors que dans la version japonaise, c'est des masses de liquide vert, comme dans le dessin animé. Et c'est ça qui est très bizarre, c'est que nous, quand on a publié la localisation du jeu pour le public occidental, on s'est dit non, c'est beaucoup trop hardcore, le truc vert, on va mettre de la fumée. Et c'est les organismes comme PEGI qui décident de ce genre de choses. Mais dans le dessin animé qui est américain, donc a priori, ça n'aurait pas dû poser de problème. Il y a du sang. Et c'est un dessin animé qui est vu par des enfants. Oui. Donc, il y en a certains qui se sont dit, on ne comprend pas pourquoi ça a posé problème, alors que ça apparaît dans le dessin animé que des gamins de 7 ans regardent. Ouais. C'était étrange. Mais encore une fois, comme il y a d'autres organismes, d'autres institutions qui vont intervenir au niveau de la censure, il y a des choses qui vont changer et ce ne sera pas toujours logique avec l'origine des éléments, et donc ici de l'hydre et du colisée. Là, ce qui est intéressant dans ce cas vraiment précis, c'est que, à titre personnel, alors je n'en avais pas connaissance, donc, mais ça ne me choque pas plus que ça, parce que cette disparition sous forme d'ombre, c'est un motif qu'on a pour quasiment tous les ennemis et les boss d'une certaine manière. Donc tu vois, je serais presque... Ouais. Passer dessus. Ouais. Je serais presque plus surpris justement par l'original en réalité, qui est je vais dire un clin d'œil, hein, plus qu'un clin d'œil, une référence directe effectivement au dessin animé. Mais en termes d'homogénéisation, je reste plus sur la version occidentale, tu vois, étonnamment. Mais disons, c'est vraiment parce que je me suis plongée là-dedans par passion que je l'ai remarqué. Mais il y a plein de choses qui passent inaperçues parce qu'on est tellement, disons, plongé dans l'expérience vidéoludique qu'il y a des choses, on passe à côté sans se poser de questions. Et c'est ça que la localisation est souvent discrète, mais c'est toujours un combat de tous les instants pour essayer de s'adapter à la culture cible. Je sais que Pokémon, ça a été difficile aussi. J'avais parlé avec une amie qui était musulmane, elle m'a dit, moi par exemple, les Pokémon, je dis pas qu'ils évoluent, parce que ça fait référence à la théorie de Darwin. Tout à fait. Je dis qu'ils grandissent. Ouais. Et moi, c'était un truc, j'étais waouh. Enfin, vraiment, j'étais vraiment éberluée parce que j'avais pas imaginé ça. Il y a des choses, des aspects culturels auxquels on pense pas forcément. Et je trouve ça génial, en fait, ce processus de Loka.
d'adaptation. Ouais. Vraiment. Ah non, Et c'est cet fascinant. exemple des ça m'a épaté, Bah, vraiment. c'est vrai que ça et ce fameux ayatollah imam qui avait fait une fatwa sur Mickey, donc on est raccord, en plus c'est Kingdom Hearts, donc je pense que le jeu l'aurait mis en PLS, je suppose. En tout cas, pour revenir à des choses plus sérieuses, c'est vraiment fascinant et c'est pas moi qui le dis pour arrondir les angles, hein, puisque le chat réagit vraiment dans ce sens-là. Je me permettrais de souligner par rapport à ce que tu as dit, quelque chose nous a dit Murder dans le chat justement. C'est de pointer. Alors il disait évidemment par humour et en mode provoque. Nous on est vraiment trop des fragiles sur ces logiques de censure, etc., etc. Moi je pense qu'il faut vraiment plus le voir et je suis très très heureux parce que c'est la deuxième fois avec Pauline après son intervention sur le jeu Night in the Woods. Je suis très heureux d'avoir ce genre de témoignages pointus, etc. parce que ça me conforte pas simplement de pointer ces exemples-là, mais de sensibiliser les gens à ce travail-là et de sensibiliser aussi sur une logique de recherche, c'est-à-dire que tout ça, de dire que d'évacuer en disant simplement c'est des fragiles et c'est pas normal qu'on n'ait pas le vrai truc pur jus, c'est des trucs qui sont hyper évocateurs comme tu viens de le dire d'un point de vue de marqueur culturel et c'est ça qui est fascinant, c'est-à-dire l'idée c'est pas de jeter bébé avec l'eau du bain, c'est d'arriver à ne pas faire une George Lucas on va dire, c'est-à-dire d'arriver à conserver toutes les traces de ces différentes censures, etc., elles disparaissent pas de l'histoire. Et c'est aussi quelque chose. Alors c'est dommage, peut-être la prochaine fois on en reparlera avec Julien. C'est tout l'intérêt, effectivement, de conserver des traces de ces éléments-là. Je vais en plus emboîter le pas sur un exemple, le hasard fait que, mais. Il y a un jeu dont on parlait que Julien m'a fait découvrir, hein, donc Julien qui était notre invité auparavant, donc Julien Lalu, qui en plus d'être très fan de Kingdom Hearts est un comment dire est un docteur historien, docteur en histoire, et qui m'a fait découvrir un jeu qui s'appelait Jean-Marie. Et en fait, c'était dans le cadre de ses recherches sur comment a évolué la place du jeu vidéo dans les médias français et en politique. Jean-Marie, en fait, ça a été un jeu qui a été créé par des gens du Front National en France pour mettre en avant en fait une espèce d'idéalisation de Jean-Marie Le Pen au travers d'un jeu où il tirait et chassait des immigrants. Alors c'était du visuel genre Atari quoi, donc c'était hyper abstrait, mais ce jeu-là en fait a littéralement disparu de la circulation parce que je n'ai pas le terme légal, enfin de droit à ce niveau-là. Il y a eu une demande à ce que les pièces soient détruites. Et donc du coup, on se retrouve dans une situation où par rapport à la loi, on peut pas contester la loi, mais d'un autre côté, on se retrouve avec un objet dont on n'a plus aucune trace pour les chercheurs en jeux vidéo, tu vois, dans ce genre de réflexion un peu croisée avec ce que tu nous as amené ce soir. Et ça, c'est capital, en fait. C'est pour ça que j'ai un peu divergé par rapport à ce que nous disait Murder, mais c'est vraiment essentiel. Non, non, mais t'en fais pas un Murder qui nous dit « je réagis trop avec émotion ». Non, c'est intéressant aussi de voir ce que ça suscite en nous. C'est même essentiel, c'est là-dessus que peut se faire le travail. Bah écoute, avec plaisir, hein, Zivrox, la vidéo pour l'instant est uniquement sur Twitch, mais je vais la mettre en replay sur la chaîne YouTube de Death Podcast, donc n'hésite pas à t'abonner, comme ça tu recevras les notifications. Voilà. Voilà, je finis ma grande parabole pour te laisser les derniers mots, ma chère Pauline, et puis terminer effectivement avec toi cette émission ensemble. Je vais essayer dans les derniers moments de l'émission d'arriver à peut-être mettre nos bouilles si ma caméra ne se décide pas de... Voilà, quand même, qu'on puisse faire honneur, effectivement. Alors, hop, que je réactive ma caméra. Et zoup. Voilà. Donc voilà, je vais laisser le dernier mot effectivement à Pauline, la remercier évidemment d'avoir été parmi nous. Excusez-moi, je fais n'importe quoi pour la fin au niveau du screen. Zoup, voilà, ça va beaucoup mieux marcher comme ça. Voilà, je te laisse le dernier mot. J'arrête d'être bavard et que ce soit sur Kingdom Hearts, tout ce que tu veux. Et puis après, je dirai aux gens où est-ce qu'ils peuvent te retrouver sur les internets au niveau de ton travail. Au niveau de la conclusion, oh là là, avec Kingdom Hearts, il y a trop de trucs à dire. Déjà, si vous n'y avez pas joué,
dès que le live est fini, sortez votre PlayStation et allez-y. C'est ça. Parce que sincèrement, c'est une saga qui vaut le détour. Et peut-être qu'avec ce dont on vous a parlé, vous allez justement être, j'espère que j'ai permis à des... Voilà, mais ouais, quand même assez encombrant, mais que j'ai permis peut-être à votre curiosité linguistique de s'épanouir. Donc voilà, soyez peut-être aux aguets, voyez comment est-ce que les gens qui ont adapté le contenu pour vous, parce que c'est pour vous qu'ils le font, s'y sont pris, et essayez peut-être de comprendre finalement ce qui a motivé leur choix par rapport à la langue d'origine, si c'est de l'anglais que vous le comprenez. C'est vraiment intéressant, il y a des humains derrière, et parfois les choix nous sont imposés, parfois pas. Mais si je devais prendre un exemple, parce que ça ressemble très fort à Pokémon, les noms des Dream Eaters, les Avalrêves dans Dream Drop Distance, ça requiert énormément de créativité. Ouais. Et il y avait notamment Girafoudre, une petite girafe qui crache des éclairs, je pense. C'est toutes des choses qui demandent énormément de réflexion, énormément de temps. Je compte plus le nombre de nuits blanches que j'ai passé à essayer de me dire comment est-ce que je vais traduire ça quand j'étais sur ce genre de projet. Donc, soyez indulgents vis-à-vis des gens qui localisent et qui adaptent les contenus pour vous, parce que c'est notre métier. Il n'est pas reconnu à sa juste valeur, et voilà. J'espère que si j'ai pas suscité des vocations, qu'au moins je vous aurais sensibilisé à ça. Soyez curieux et soyez tolérants, je résumerai ça comme ça. Tolérant ne veut pas forcément dire bisounours, mais avec Pauline, vous aurez eu simplement le contexte global de ce que ça représente. Encore une fois, un grand merci, ça va me permettre effectivement de montrer aux gens où est-ce qu'ils peuvent te retrouver. Notamment au niveau, parce que tu n'es pas que localisatrice, mais tu es aussi illustratrice à tes heures, et tu as un petit Pinterest au nom donc de Burnie Pauline, qu'on peut retrouver donc à l'adresse qui s'affiche présentement. Et voilà, et puis en tout cas on espère qu'on te retrouvera bien assez vite sur des émissions. C'est pas comme si on manquait de jeux et de choses à dire et à analyser. Et puis voilà, le track étant passé depuis la première, il n'y a plus trop de soucis. Et pas aucune raison à ce que tu ne reviennes pas. Voilà, on va vous laisser là-dessus. On va vous remercier pour ceux qui ont été là, qui ont été très actifs en fait sur cette émission. Et puis n'hésitez pas, effectivement, commencer pour les habitués à le savoir, mais je le dis pour les nouveaux, à nous suivre sur Death Podcast, que ça soit donc réseau classique, ici même, vous pouvez nous suivre sur Twitch pour avoir la notification de nouvelles émissions. Vous pouvez aussi retrouver toutes les émissions en replay sur YouTube, et puis le classique, les réseaux sociaux, je vais pas insulter votre intelligence, et puis aussi se rappeler que Death Podcast, avant tout, ce sont, comme son nom l'indique, des podcasts, en plus des lives, que vous retrouvez sur Deezer, SoundCloud, Apple Podcast et Spotify. Voilà, un grand merci à vous toutes et à vous tous, et on vous dit à très bientôt. Ciao. Au revoir.